Depuis septembre, avec la conférence Olivain, avec Sciences Po TV, mais aussi Radio Germaine et La Péniche, qui sans eux, rien n'aurait été possible, je tiens à le souligner, nous avons eu le plaisir de recevoir 11 candidats au total, dont M. Éric Piolle, Mme Delphine Bateau, M. Jean-Marc Governatori, M. Jean-Luc Mélenchon, Mme Nathalie Arthaud, M. Pierre Larouturou, M. Philippe Poutou, M. François Asselineau, M. Denis Père, Mme Valérie Pécresse et enfin M. Jean Lassalle. Merci à eux et à vous surtout qui avez su animer ces conférences. Ce soir, en votre présence, nous redémarrons donc à nouveau ce cycle présidentiel en recevant en tant qu'invitée Mme Hélène Touy, avocate et femme politique française et première candidate du Parti animaliste à une élection présidentielle. Ce parti qu'elle co-préside et qu'elle a cofondé en 2016. Sauf erreur de ma part. C'est ça. Dans les semaines et mois qui viendront, nous aurons aussi le plaisir de recevoir Mme Christiane Taubira, M. Fabien Roussel, Mme Anne Hidalgo et M. Yannick Jadot et plein d'autres surprises encore. Restez patients, gardez vos questions, ils y répondront. Ce soir, Madame la candidate, vous l'aurez compris, vous êtes notre 12e invitée pour l'élection présidentielle et c'est un plaisir pour nous d'être avec vous. Merci à vous. Maintenant, ce qui concerne la rencontre, elle durera jusque 21h et se déroulera en direct pour les nombreux étudiants qui nous suivent sur nos réseaux sociaux à distance, notamment la chaîne YouTube de Sciences Po TV. Alors, tout d'abord, mon camarade du Parlement des étudiants va tenter de dresser au mieux votre portrait pour les étudiants qui ne vous connaissent pas dans la salle. Ensuite, les associations étudiantes vont se succéder tour à tour une quinzaine, une vingtaine de minutes, chacune en commençant par le Parlement des étudiants avec Samir et Théo, puis qui vont d'abord vous parler de la lutte contre les lobbies et les possibles réformes institutionnelles que vous souhaitez faire, puis la conférence Olivain sur le droit animal, et enfin Sciences Po TV pour échanger avec vous sur votre programme présidentiel, les parrainages et vos points de divergence avec les programmes des autres candidats. Enfin, nous consacrerons 20 minutes aux questions du public avant de laisser la parole pour une mise en perspective à Mme Rejane Senna et M. Xavier Rigaud, tous deux directrices et directeurs du Centre de recherche au Centre national de la recherche scientifique de Sciences Po, avant de clôturer avec le mot de fin. Chers camarades, bonne conférence et encore une fois, merci Madame la candidate. Cher public, chers camarades, chers amis, permettez-moi de vous introduire celle qui nous fait l'immense honneur d'être notre invitée ce soir, Madame Hélène Touy, candidate du Parti animaliste à l'élection présidentielle de 2022. Mais ne mettons pas la charrue avant les bœufs, revenons plutôt à nos moutons, parce que votre engagement pour la cause animale ne date pas d'avant-hier et encore moins d'hier. Né en 1983, vous grandissez à la campagne dans un petit village en Gironde, entre Bordeaux et Agen. Très vite, en voyant votre grand-mère tuer le poulet pour le repas dominical et ne pouvant plus supporter d'entendre les cris en provenance de l'abattoir en face de chez vous, vous décidez de devenir végétarienne à seulement 7 ans. Ça fait maintenant 31 ans que vous n'avez pas mangé de viande et vous n'avez toujours pas votre place dans le Guinness des records, je comprends pas. Et à l'adolescence, vous poursuivez votre engagement dans diverses associations, mais vous regrettez le manque de moyens d'action à votre disposition. Et c'est pourquoi vous décidez d'entamer des études de droit et devenez avocate au barreau de Bordeaux. Parce que contrairement aux futurs avocats d'affaires ici présents dans cette salle, ce qui vous intéresse, vous, c'est l'émergence du droit animal. Convaincu de la nécessité essentielle d'asseoir la défense de l'animal dans le droit français et de lutter contre le mépris dont il est victime, vous allez même jusqu'à créer, avec d'autres collègues, l'association Animal, Justice et Droit qui milite chaque jour pour que les souffrances animales ne soient plus légitimées par le droit français. Après un début de carrière discret, vous gagnez en notoriété en intervenant dans de nombreux procès médiatiques qui opposent les associations de protection animale au personnel des abattoirs au vu des traitements infligés aux animaux. Mais après 10 ans d'exercice, en raison de la faible évolution législative en matière de protection animale, vous prenez conscience, d'une part, que l'avocate que vous êtes ne peut changer les lois, et deuxièmement, que cet enjeu n'est pas suffisamment représenté dans le débat public, alors que l'attente des citoyens serait grandissante. Vous confondez donc en 2016 le premier parti politique monothématique, transpartisan, dédié à la cause animale pour en assurer la représentation. Un an après sa création, vous obtenez 0,96% des voix aux élections législatives, puis 0,34% des voix aux élections sénatoriales de la même année. Ces scores relativement bas ne vous découragent pas, puisqu'on vous continue à coprésider ce parti animaliste qui décrochera son premier succès électoral lors des élections européennes de 2019, en obtenant un score similaire à celui du Parti communiste français.
ce qui témoigne du formidable travail de sensibilisation effectué durant la campagne. Votre progression ne s'arrête pas là, puisqu'en 2020, le Parti animaliste entre pour la première fois dans les conseils municipaux. Actuellement annoncé entre 0,5 et 2,5% aux élections présidentielles, votre parti compte bien apposer sa patte sur l'élection, puisque vous talonnez le Parti socialiste dans la course à l'Élysée, et contrairement à lui, vous savez que vous n'allez pas gagner, c'est vous qui le dites, hein, c'est pas moi. Mais une chose est sûre, votre candidature témoigne de la préoccupation grandissante de faire progresser la cause animale, qui selon vous a été maltraitée par Emmanuel Macron depuis 5 ans. D'abord militante citoyenne, puis militante juridique et enfin militante politique. Quelles sont vos propositions? Quel est votre programme? Est-ce que mon grand-père ne pourra plus chasser? Les réponses tout de suite. Merci. Bonjour. Bonjour. Vous enlevez votre masque. Ok. Bonjour. Une première question pour que vous puissiez introduire votre thème principal qui est la défense des animaux. C'est une question sur les institutions. Comment est-ce que vous voudriez articuler la démocratie avec les animaux? Comment porter leur parole à l'intérieur des institutions? En fait, la création du Parti animaliste, elle est venue du constat qu'il y avait un décalage qui était très fort entre les attentes des citoyens sur la question animale et la représentation politique et la prise en compte par les personnes politiques, les politiques, de cette question animale. Et donc ce décalage abyssal entre les attentes des citoyens mesurées par de nombreux sondages d'opinion sur des mesures en particulier et la réponse politique qui était apportée a conduit à ce qu'on a considéré comme étant un déni de démocratie et nous a amené à nous décider à créer une formation politique pour nous-mêmes aller porter ces questions sur le terrain politique. Bonsoir. Alors moi j'ai une deuxième question. J'ai vu dans votre programme que vous étiez pour le référendum d'initiative citoyenne législative et abrogatoire, un peu sur le modèle suisse. Concrètement, vous imaginez ça comment? Est-ce que ce serait avec des seuils ou pas du tout? Est-ce que ce sera un référendum abrogatoire sur tout ou juste sur des lois portant sur la question animale? Merci. Oui, alors je vous remercie pour cette question. Effectivement, dès la création du Parti animaliste, nous avons eu à cœur de formuler des propositions qui soient démocratiques. Et donc la question du référendum d'initiative citoyenne était pour nous, dès la création du Parti animaliste, une question essentielle. Ce référendum, nous l'avons imaginé non pas seulement que pour la question animale, mais qui puisse s'appliquer à d'autres thématiques, parce qu'on voit que s'il y a une telle défiance des citoyens, une telle abstention qui monte élection après élection à l'égard de la politique et du coup de leur participation à ces élections, c'est parce que ces citoyens ne se sentent pas suffisamment représentés et donc leurs attentes ne sont pas suffisamment portées. Et donc ça nous paraît être aussi une façon de les faire revenir à la politique. Pour la question du seuil, oui, évidemment, il est nécessaire d'avoir un seuil, sinon ce n'est pas opérationnel. Nous envisageons un seuil à 1 million de signatures avec des interfaces que l'on connaît aujourd'hui sur le RIP, par exemple. Vous avez exprimé plusieurs fois la volonté de favoriser les circuits courts, l'agriculture française. Comment est-ce que vous comptez favoriser cette agriculture locale et dans le cadre des circuits courts, dans le cadre des traités européens et dans le cadre des traités de libre-échange? Alors, sur le premier constat est que nous avons aujourd'hui un modèle d'élevage qui ne permet pas à la France d'être souveraine dans son alimentation, puisque l'élevage intensif et industriel est un modèle qui ne produit pas de la nourriture, mais qui en gaspille, puisqu'en moyenne, il faut 7 kg de protéines végétales pour faire 1 kg de protéines animales, et donc on a en moyenne une perte de 6/7 de cette alimentation végétale. Donc nous, partant de ce constat, outre évidemment les conséquences dramatiques sur les animaux, mais aussi sur l'environnement de ce modèle d'élevage, c'est en plus une ineptie sur le plan de gaspillage alimentaire. Et donc, en arrêtant ce modèle, qui est l'une des mesures fortes que l'on porte, et en assumant de réduire de 50% la production de produits d'origine animale, on veut affecter directement l'alimentation végétale à destination des humains, et donc on aura besoin évidemment de bien moins de production végétale. Et l'autre mesure que l'on porte, effectivement, parce que l'on souhaite que la France soit souveraine sur son alimentation, et on souhaite aussi porter la sécurité alimentaire,
on veut, en sortant les éleveurs de l'élevage intensif et industriel, les diriger vers des cultures maraîchères, des cultures de légumineuses en France. Nous avons des terres qui sont disponibles, nous avons des éleveurs qui veulent sortir de ce modèle d'élevage intensif et industriel, et donc il faut que l'État les accompagne et leur permette de développer ces cultures en France. Est-ce que vous pensez à des tarifs douaniers, des taxes, des interdictions à certains produits qui seraient de la concurrence déloyale en vérité? Oui, alors effectivement, c'est un sujet qui se pose par rapport aux critères qui doivent être mis en place. Jusqu'à présent, on ne considère pas que l'impact sur la maltraitance animale, l'impact écologique, l'impact social soient des critères suffisamment pertinents pour justifier des réglementations protectrices. Eh bien, nous considérons que la France doit porter au niveau international effectivement ces mesures et donc les appliquer. Mais par exemple, pour revenir du coup sur ça, est-ce que, par exemple, ça serait possible de quitter le marché commun européen si les autres pays s'opposeraient à ce type de réglementation? Alors, on n'est pas sur des mesures de sortie, on est sur des mesures effectivement au niveau européen de travail avec nos partenaires européens. Oui, mais il y a des pays européens qui sont contre ça. Je pense notamment aux pays de l'Est qui vivent quand même pas mal de l'agriculture productiviste. Ils ne verraient pas d'un très bon œil ce type de réglementation. Mais ils vivent parce que c'est des choix aussi politiques et il y a des moyens. Le budget de la PAC est toujours dirigé vers cette agriculture intensive et industrielle. Et ça, ce sont des choix politiques. Et donc, il faut porter les choix politiques d'arrêter de subventionner des modèles qui sont désastreux pour l'environnement, pour les animaux, mais aussi pour les humains, parce que ces modèles d'élevage ne sont pas satisfaisants pour les humains. On voit en France, et c'est pas mieux dans les pays de l'Est, les personnes ne vivent pas de ces revenus d'activité. Donc oui, ça se règle au niveau politique et au niveau des institutions de l'Union européenne. En fait, ça serait de changer le modèle de la PAC et de mieux redistribuer. Tout à fait. En ce qui concerne les lobbies, est-ce que vous auriez des mesures concrètes pour limiter leur influence voilà. On pense surtout au lobby des chasseurs, qui sont plutôt assez forts, entre guillemets. Ils ont pas mal d'influence, donc comment lutter contre eux? Et on sait que vous êtes très opposés à la chasse, c'est pour ça cette question. Alors, de façon plus générale, sur la question des lobbies, je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais aujourd'hui même, cet après-midi, vient de tomber une décision du tribunal administratif de Paris qui a sanctionné la cellule Déméter qui avait été mise en place en 2019 par le ministère de l'Intérieur via une convention avec la FNSEA et les jeunes agriculteurs, et donc une convention de partenariat, et à côté une cellule Déméter qui avait pour objectif de lutter non seulement contre les infractions dont sont victimes les installations agricoles, les exploitations agricoles, mais aussi contre les actions de nature idéologique. Donc en fait, c'était clairement un délit d'opinion qui avait été mis en place via cette cellule pour finalement bâillonner les lanceurs d'alerte que sont les associations de protection animale, telles que L214, c'était à peine masqué comme objectif. Et donc nous avions, avec cette association L214, saisi la juridiction administrative aux fins de faire sanctionner ce que nous considérions comme étant une atteinte inacceptable à la liberté d'expression, à la liberté d'association. Et nous avons obtenu aujourd'hui même gain de cause, puisque le tribunal administratif a estimé que les missions de cette cellule Déméter étaient irrégulières et a ordonné au ministre de l'Intérieur de faire cesser ces missions. Donc, effectivement, lutter contre les lobbies, c'est d'abord lutter pour favoriser les lanceurs d'alerte et leur laisser la possibilité de s'exprimer. S'agissant du lobby de la chasse tout particulièrement, on a eu le malheureux exemple pendant 5 ans que le lobby de la chasse était extrêmement puissant et extrêmement écouté du président de la République, puisque de nombreuses mesures ont été adoptées en faveur de la chasse. Il y a notamment le retour des chasses présidentielles, le silencieux, la division du permis de chasse par 2. Et ça a conduit même, on l'a vu,
à la démission du ministre de l'écologie, Nicolas Hulot. Donc on voit le poids extrêmement fort de ce lobby de la chasse, et ce que l'on voit, c'est que les chasseurs ne représentent pas plus de 2% des citoyens, que ce soit en territoire urbain ou en territoire rural, parce que l'on dit souvent, et c'est tout le mécanisme et la stratégie de communication des chasseurs depuis des années, d'assimiler le monde de la ruralité avec le monde de la chasse. La réalité est très différente. Moi, je suis rurale, j'ai grandi à la campagne, je vis à la campagne, et je sais très bien que même en territoire rural, les chasseurs sont extrêmement minoritaires. La réalité, c'est qu'il règne une espèce d'omerta du fait aussi qu'ils ont des armes, il faut être clair, qu'il y a beaucoup de faits divers avec cette détention des armes qui empêche toute libération de la parole. Et donc, ce que l'on veut porter comme mesure, s'agissant de cette influence des chasseurs, c'est notamment de séparer l'État de la chasse. Et notamment, les chasseurs sont à tous les stades, que ce soit au niveau des préfectures, au niveau des commissions d'indemnisation des dégâts aux cultures. On veut sortir les fédérations de chasse, créer une autorité administrative indépendante en charge d'analyser notamment les questions de dégâts aux cultures et de les indemniser. Alors, pour continuer sur cette lancée, en fait, comment permettre aux associations donc, de défense des animaux de pouvoir agir de manière plus forte? Est-ce que, par exemple, on pourrait imaginer des subventions ou encore des déductions d'impôts? Parce que je crois que quand on fait un don à une association de défense des animaux, c'est pas encore, ça compte pas comme une subvention. Enfin, ça compte pas comme une déduction. Déduction fiscale. Alors, il y a effectivement, alors il peut y avoir des fois des associations demandent un rescrit, mais effectivement, vous avez raison, ce n'est pas toujours accordé. Il y a une ambiguïté sur la disposition de l'article 200 du Code général des impôts, et ça fait partie effectivement des mesures que nous portons, de clarifier et d'inclure clairement la protection des animaux dans ces dispositions du Code général des impôts, pour qu'il n'y ait plus aucune ambiguïté et que ça puisse faire l'objet d'une déduction fiscale. Merci beaucoup pour vos réponses. On va laisser la place à la conférence Olivain. Bonjour. Bonsoir madame, merci d'être avec nous ce soir. Pour commencer, nous aurions une question de définition. C'est une question que se posent les philosophes depuis l'Antiquité, c'est la définition de ce qu'est l'animal. Alors, avez-vous une définition négative de ce qu'est l'animal, à savoir, est animal ce qui n'est pas homme, ou bien pensez-vous que l'homme est un animal comme un autre, qui aurait mal tourné, et quelles sont les conséquences que vous en tirez dans la définition juridique que vous pourriez potentiellement faire adopter? Alors, ce que l'on retient comme définition en tant que telle pour assurer finalement une question de protection, c'est la notion de la sensibilité en se référant à la déclaration de Cambridge, notamment de 2012. Et donc, la sensibilité des animaux va amener notre droit déjà à poser des règles de protection qui existent aujourd'hui dans notre code pénal, dans notre code de l'environnement, mais qui nous paraissent insuffisantes et qui nous amènent, dans le cadre notamment des mesures que nous portons, à vouloir les protéger davantage et à prendre en compte davantage leurs intérêts. Très bien, bonsoir. Dans une interview, vous avez dit, et je vous cite, « L'écologie a toujours considéré les animaux comme des espèces en niant leur qualité d'individu. Parler comme le font les écologistes de la grande masse du vivant à protéger, ça enlève toute spécificité aux animaux. » Concrètement, en quoi est-ce qu'une approche plus individualisée des animaux change le combat qu'ont toujours mené les écologistes pour les animaux? Alors, je vous remercie pour cette question. Effectivement, c'est une différence majeure entre l'approche écologiste et l'approche animaliste, parce que les écologistes, alors il y a bien sûr des personnes qui sont animalistes dans les écologistes, mais ce que je veux dire, c'est qu'en termes d'approche, les écologistes vont se focaliser sur la question d'espèces et de perte d'espèces, c'est-à-dire qu'ils vont s'émouvoir du fait que telle espèce d'animaux vont disparaître. L'approche animaliste, c'est de considérer effectivement, comme vous l'avez relevé, que chaque animal, indépendamment de son espèce, est un individu à part entière et qu'en tant qu'individu, il a des intérêts qui lui sont propres. Et donc, en termes de conséquences juridiques, l'approche écologiste ne va pas se préoccuper des mauvais traitements qui sont faits à un individu en tant que tel, tandis que l'approche animaliste va, elle, s'attaquer à lutter contre les maltraitances dont peuvent être victimes chaque individu. Très clair.
Une autre question, cette fois-ci sur votre combat contre l'élevage intensif. Donc, vous prenez, comme beaucoup de candidats à l'élection présidentielle, la fin immédiate de l'élevage intensif et industriel et vous faites la promotion d'une agriculture plus responsable. Ma question, c'est que d'un point de vue éthique, un élevage, aussi respectueux soit-il de l'animal, de son intérêt, reste une exploitation de l'animal. Donc, est-ce que ça reste quand même acceptable de continuer à promouvoir l'élevage, tout simplement ? Alors, nous, on ne promeut pas l'élevage, on porte une interdiction de l'élevage intensif et industriel. Ce qui est important quand on parle de ces types d'élevage, c'est de les définir. Donc nous, la définition que l'on pose, il n'y a pas de définition officielle à l'élevage intensif. Ce que l'on pose comme définition, c'est l'élevage intensif, c'est l'absence d'accès au plein air. Donc c'est ces animaux qui, de leur naissance à leur mort, ne verront jamais la lumière du jour, si ce n'est le jour où ils vont partir à l'abattoir. Donc ça, c'est l'élevage intensif. C'est des élevages souvent concentrationnaires où les animaux sont très concentrés, des fois dans des cages ou même dans des bâtiments. Et il y a aussi la question de l'élevage industriel. Donc ce n'est pas la même chose que l'élevage intensif parce que vous pouvez avoir des élevages industriels qui ne sont pas intensifs et des élevages intensifs qui ne sont pas industriels. Typiquement, c'est un petit élevage, par exemple de lapins, où les animaux sont complètement enfermés. Donc on est dans de l'intensif, mais on n'est pas à une échelle industrielle. C'est pour ça qu'il est important d'avoir les deux interdictions. Et l'élevage industriel, tel qu'on porte cette interdiction, c'est d'interdire, se baser sur la nomenclature des ICPE, donc des installations classées pour la protection de l'environnement, et d'interdire les exploitations qui sont soumises au régime de l'enregistrement et de l'autorisation, avec une modification des seuils pour le régime de la déclaration. Donc ça, c'est la première définition. Après, s'agissant de l'interdiction générale de l'élevage, ce n'est pas au programme du Parti animaliste, parce que, comme je l'ai indiqué tout à l'heure en introduction, le Parti animaliste, il s'inscrit dans un mouvement démocratique en écho aux attentes des citoyens. Et donc, aujourd'hui, ce que l'on voit, c'est que plus de 80% des citoyens sont opposés à l'élevage intensif et à l'élevage industriel, mais on n'a pas le même nombre de citoyens, pas de majorité de citoyens qui est opposée à l'interdiction de l'élevage de façon générale. Donc, comme nous nous inscrivons dans un processus démocratique, nous accompagnons les attentes des citoyens, et donc il n'y a pas au programme du Parti animaliste l'interdiction de toute forme d'élevage. Une autre question relative à la biodiversité. Les parcs zoologiques portent un discours sur la préservation de la biodiversité et estiment jouer un rôle dans cette préservation de la biodiversité. Alors, qu'en pensez-vous de ce discours? Adhérez-vous à ce discours-là? Et quelle est votre position sur les parcs zoologiques? Souhaitez-vous les fermer, mieux encadrer les pratiques? Quelle est votre préférence? Alors, effectivement, c'est le discours qui est porté par les parcs zoologiques. La réalité, c'est qu'ils ont des objectifs économiques. Et pour nous, il ne peut pas y avoir à la fois de protection des animaux si derrière il y a un intérêt économique parce que ça vicie quelque part les objectifs de protection. Et donc nous sommes effectivement pour l'interdiction des zoos, mais par contre nous sommes pour évidemment la protection des animaux. On privilégie des créations de sanctuaires. Très bien. Autre question. Quelle est votre position concernant les abattages traditionnels? Beaucoup de gens vous invoquez la culture qui doit prévaloir sur vos combats. Est-ce que, si vous êtes présidente, vous les interdirez? Alors, on parle notamment de l'abattage sans étourdissement. Donc nous, effectivement, on porte sans aucune ambiguïté la fin de l'abattage sans étourdissement. Alors pas que l'étourdissement, ça soit le Graal pour les animaux, loin de là. Les animaux subissent d'atroces souffrances, y compris dans l'étourdissement, puisqu'on leur perfore le crâne, on les plonge dans des bains d'eau électrifiés, on les plonge dans des gaz à CO2 où ils s'asphyxient pendant de longues minutes. Donc c'est terrible aussi pour eux. Mais malheureusement, c'est moins terrible que le fait d'être tué sans aucun étourdissement. Donc, pour ces raisons-là, on porte la fin de l'abattage sans étourdissement. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas une mesure idéologique contre les religions. C'est d'abord, il faut partir du constat que le plus grand État musulman au monde, l'Indonésie, pratique l'abattage avec étourdissement. Donc, quand on nous dit que ce n'est pas possible d'un point de vue religieux, ce n'est pas vrai. Et cela nous pose effectivement en perspective la question de comment on doit concilier les intérêts. Quand on est des juristes, on se pose toujours la question de la conciliation des libertés
des droits. Et dans notre conception de la conception des libertés et des droits, nous considérons que la liberté et le droit des animaux à ne pas souffrir doit être mis en balance avec la liberté religieuse, et que oui, dans la mesure où il existe des possibilités, le fait de limiter les souffrances des animaux doit prévaloir. Établissez-vous une hiérarchie entre les animaux? Autrement dit, est-ce que la fourmi vaut la vache? Est-ce que la vache vaut le lion? Et est-ce qu'une espèce en voie de disparition est prioritaire, si j'ose dire, sur une autre espèce? Alors, on ne fait pas de hiérarchie en tant que telle parce qu'on parle d'intérêt. C'est-à-dire qu'à chaque animal qui va être dans une situation où il lui est porté atteinte, on va se poser la question d'abord des atteintes qui lui sont portées, des intérêts, de ces intérêts qui sont en cause, et on va réfléchir à comment résoudre ce conflit. Donc on ne peut pas dire en tant que tel qu'il y a de hiérarchie parce qu'il n'y a pas les mêmes intérêts. Sur la disparition des espèces, alors, c'est encore ce qu'on disait tout à l'heure avec la différence de l'approche écologiste et animaliste. Évidemment qu'il faut lutter contre la disparition des espèces, mais ça ne doit pas être le seul objectif. On doit aussi s'attacher aux conditions de vie concrètes des individus, outre la disparition des espèces. En fait, c'est deux combats qui se complètent, mais qui doivent être menés concomitamment. Merci. Peut-être une dernière question. Concernant les projets d'infrastructure, je sais que vous ne vous positionnez pas sur le nucléaire, mais voilà, on a un président qui nous a dit qu'il allait en construire de nouvelles. Concrètement, comment est-ce que vous allez essayer de mesurer, d'évaluer le respect de l'habitat, de la biodiversité des êtres vivants qui y vivent, et en même temps la mise en place de ces projets d'infrastructure qui peuvent être nécessaires? Tout à fait. Alors, on aborde, ça c'est important, c'est-à-dire que quand on s'intéresse à la question animale et le projet que l'on porte, c'est pas que d'un point de vue des animaux, je le répète, c'est d'élargir le champ de notre considération, c'est-à-dire que nous sommes évidemment des humanistes, mais nous voulons élargir le champ de notre considération au-delà des humains en intégrant les animaux dans nos préoccupations. Et donc, dans toutes les grandes thématiques, dans toutes les politiques publiques qui sont susceptibles d'avoir une incidence sur les animaux, nous allons intégrer leurs intérêts pour essayer de voir comment on peut concilier les intérêts. Sur la question de l'aménagement du territoire, la question par exemple des infrastructures routières va poser la question des coupures de territoire des animaux. Et donc, on va, dans le cadre de la conception de ces infrastructures, de la réflexion de l'organisation du territoire, essayer de maintenir des continuités de passage des animaux. C'est déjà le cas, mais il faut les développer via des écoducs, via des écuroducs, via des passages en fait, pour permettre aux animaux de passer d'un territoire à l'autre. Tout à l'heure, vous avez évoqué la dimension économique des parcs zoologiques. Beaucoup pensent que le capitalisme repose sur l'exploitation des ressources naturelles et animales. Est-ce que vous pensez que l'on peut protéger les animaux dans l'ensemble des dimensions que vous avez évoquées sans sortir du capitalisme? Alors, nous, on ne pose pas la question en ces termes, en tout cas de façon aussi, antinomique. On pense qu'effectivement, la surexploitation des ressources, comme on le fait aujourd'hui, où l'on considère que les animaux, l'environnement, la planète sont finalement à notre entière disposition, que nous n'avons que des droits et pas des devoirs, effectivement, ça pose une difficulté majeure et qu'il faut lutter contre ça. Après, on n'est pas sur une remise en cause du capitalisme pur et dur, on est sur une prise en compte des intérêts de l'ensemble des individus, et quand ça confronte effectivement une approche, un modèle économique, il faut trouver des solutions pour éviter de porter atteinte à ces différents individus. Hélène Touy, merci. Merci à vous. Nous laissons la place à Sciences Po TV pour l'interview politique. Ah oui, là comme ça? C'est bon? Ouais. Bonjour madame, merci encore d'être venue. Merci à vous. Du coup, j'avais une petite question qui rejoint ce qu'avait dit Dylan lors de sa présentation. Vous avez dit dans une interview que vous avez donné au Point que votre candidature n'est pas une candidature témoignage. Mais vous avez également dit que vous ne comptez pas, en tout cas, gagner cette élection. Et du coup, ma question, c'est à quel moment est-ce que vous considérez que c'est une victoire pour le parti animaliste? Alors, déjà, première partie de la réponse, effectivement, je ne considère pas que ce soit une candidature de témoignage, c'est une candidature pour faire changer les choses, véritablement, et que s'il ne pouvait se présenter que les candidats qui avaient une chance quasi certaine d'être élus, en réalité, il n'y aurait que 2 ou 3 candidats,
notre démocratie serait asphyxiée et jamais aucun courant ne pourrait émerger, et ça serait vraiment dramatique pour nous tous et pour notre avenir. Donc effectivement, ce n'est pas une candidature de témoignage, c'est une candidature pour changer les choses. Pour ce qui est de la victoire, chaque fois que l'on parle de la question animale, chaque fois qu'on la met dans le débat public, c'est en soi une victoire. Je ne me prononce jamais sur des scores électoraux. La question, mais je crois comprendre qu'on va en parler tout à l'heure, pour nous aujourd'hui, c'est déjà d'obtenir les 500 parrainages, parce que nous avons aussi, on parlait tout à l'heure des questions de démocratie, des questions institutionnelles. Nous avons une véritable difficulté avec ces 500 parrainages qui sont depuis quelques années plus anonymes. Pas que je sois contre la transparence, loin de là, au contraire, mais cela pose des difficultés majeures en termes d'accession de courants émergents à cette élection, parce que clairement l'immense majorité des maires ont peur, des pressions, nous le disent, voudraient pouvoir parrainer notre candidature ou d'autres d'ailleurs, et en fait ont peur. Et donc quand on a peur en démocratie de laisser s'exprimer le pluralisme, ça veut dire que notre démocratie est malade. Donc tout ça pour vous dire que pour moi, je ne mets pas de seuil à une victoire. Chaque jour, chaque fois que l'on parle des animaux, quand je vois toutes les personnes qui nous ont rejoints, on a le campus animaliste qui est là, qui a été créé il y a quelques mois, c'est pour nous, tout ça c'est des victoires, parce que les choses bougent, les choses avancent, et ça ne va aller que mieux. Mais évidemment, les choses sont longues. Et du coup, justement, par rapport à ces 500 parrainages, si je ne me trompe pas, vous avez 280 promesses de parrainage. Est-ce que vous avez une stratégie pour pouvoir gagner tous les 500 parrainages avant le 4 mars prochain ? Alors, une stratégie, on a surtout la chance d'avoir énormément de militants extraordinaires qui sont sur le terrain depuis des mois, et plus encore aujourd'hui, ils prennent des jours de congé, il faut le dire. Ce n'est pas toutes les formations politiques qui ont la chance d'avoir des militants qui prennent de leurs jours de congé pour aller contacter les maires, les rencontrer. Donc, nous essayons de nous faire connaître, c'est notre première difficulté, c'est-à-dire que la plupart des personnes, des citoyens, et d'où aussi les difficultés dans les sondages, parce que c'est un petit peu un cercle vicieux. Mon nom n'est pas connu, je ne suis jamais sondée avec le nom parti animaliste à côté, donc les personnes interrogées ne font jamais le lien, alors que quand ils font le lien, on l'a vu aux européennes, sans moyens financiers, sans médiatisation, on arrive à faire plus de 2%, presque autant que le parti communiste. Donc la stratégie, c'est de se faire connaître, d'aller à la rencontre des maires, de leur expliquer notre projet, de leur dire que notre projet, en fait, il est conforme à l'attente d'une majorité de citoyens, et qu'on a besoin pour la démocratie que cette candidature, elle puisse émerger, elle soit représentée. Et vous avez également parlé dans cette même interview qu'un grand nombre de personnes ont repris foi dans la politique grâce au parti animaliste et qu'elles allaient se déplacer pour voter pour les animaux. Est-ce que la cause animale est un moyen de lutte contre l'abstention ? Alors je le pense, parce que nous avons vu depuis la déclaration de candidature en juillet dernier, et nous avons eu beaucoup de messages de personnes qui nous disaient « j'avais prévu de m'abstenir, de ne pas aller voter, mais puisque vous vous présentez, je vais aller voter ». Et ça, en fait, c'est très important, parce que par la cause animale, on va ramener à la politique des citoyens qui en étaient partis, qui avaient été un petit peu écœurés. Et nous, on croit à la politique, on croit que la politique est fondamentale pour notre avenir, pour notre société, qu'elle peut changer les choses. On a encore cette foi dans la politique, et on a envie de donner cette foi aux citoyens, de donner de l'espoir. Et donc, pour nous, effectivement, on pense que c'est une façon de lutter contre l'abstention. Et si vous me permettez, je voudrais rajouter aussi quelque chose sur la question animale et ce mouvement animaliste. Il y a quelque chose d'assez beau, qu'il rassemble des personnes extrêmement diverses, des personnes de toutes les origines, de toutes les catégories sociales, des femmes, des hommes, des ruraux, des urbains, de tous les âges. On a des très jeunes qui sont encore au lycée, on a des personnes âgées, des retraités, et toutes ces personnes, elles travaillent ensemble pour faire avancer la cause animale. Et on est dans une période où la société, elle est extrêmement fracturée, où on essaie d'opposer absolument toutes les personnes, et l'on voit que par la cause animale, on arrive à travailler ensemble, on arrive à avancer ensemble et à se donner un espoir d'un avenir commun. Et ça, je trouve que c'est magnifique. Et un grand nombre de personnes peuvent se poser la question, est-ce que la cause animale se suffit à elle-même ? Est-ce que c'est un programme à elle seule pour des élections présidentielles ? Oui, c'est une question effectivement qui nous est posée régulièrement. La première réponse que l'on peut se faire quand on voit la question animale comme quelque chose d'un petit peu étroit, on peut effectivement s'interroger sur sa place et sur finalement son incidence sur toutes les autres thématiques. Mais nous, ce que l'on porte,
Et ce que l'on essaie de démontrer, c'est que, en fait, comme j'ai dit tout à l'heure, s'intéresser à la cause animale, c'est pas réduire le champ de notre considération, c'est l'étendre au-delà des humains, l'étendre aux animaux. Et donc, dans toutes les grandes thématiques publiques, ou l'immense partie d'entre elles, que ce soit l'économie, la santé, les questions sanitaires, les questions d'emploi, les questions d'économie, d'environnement, d'enseignement, de culture, eh bien, la cause animale, elle a sa place, et en tout cas, on doit intégrer les incidences que peuvent avoir nos mesures, nos politiques publiques vis-à-vis des animaux, et voir comment on peut concilier ces mesures en prenant en compte les intérêts des humains et des animaux. Donc oui, c'est un programme qui est global. Et évidemment, il y a des thématiques où l'on ne pourra pas du tout intégrer la question animale, où les animaux n'auront pas de lien. Mais ça, c'est quelque chose que l'on assume, parce que nous, ce que l'on veut, c'est montrer que la question animale, c'est une thématique majeure, la mettre sur le plan politique, et donc, finalement, montrer qu'elle a beaucoup plus d'ampleur et d'impact que ce que l'on pourrait de prime abord imaginer. Et toujours en parlant du coup de la cause animale, un politologue spécialisé dans l'écologie politique qui s'appelle Daniel Bois a expliqué que c'est une évolution des mœurs sociales. Il y a une trentaine d'années, c'était encore porté par peu de monde, mais les valeurs, les mœurs évoluent. Et est-ce que vous n'avez pas peur que la cause animale soit un débat éphémère dans l'opinion publique ? Alors, je ne le pense pas, parce que la question de l'éphémère, je l'entends depuis que je suis enfant, puisque comme ça a été rappelé tout à l'heure, j'ai arrêté de manger des animaux à l'âge de 7 ans, et j'ai entendu tout le temps, tu verras, ça te passera, cette préoccupation pour les animaux. Je savais au plus profond de moi-même que ça n'allait pas me passer, au contraire que ce sentiment de justice, parce que c'est de ça dont on parle, hein, la question animale nous renvoie à une question impérative de justice, un impératif de justice. Je savais au fond de moi que cette question, elle n'allait pas s'éteindre, mais qu'au contraire, elle allait monter. Et les années qui ont suivi ont montré effectivement que cette question, elle monte, par le travail de tous les acteurs, notamment les acteurs associatifs qui font un travail absolument fondamental. Et on le voit dans la société, les citoyens sont de plus en plus préoccupés et manifestent de plus en plus leurs préoccupations. Donc non, ce n'est pas un combat éphémère, c'est un combat qui est fondamental, c'est un combat pour la justice, c'est un combat sur notre considération vis-à-vis de l'autre, comment on se comporte vis-à-vis de l'autre qui est en situation de vulnérabilité. Et donc, quand on commence à respecter l'autre en situation de vulnérabilité, ça nous amène assez loin, ça nous interroge sur notre rapport, de façon générale, aux humains, mais aussi aux individus. Et donc non, ce n'est pas une question éphémère, c'est une question fondamentale de justice qui va irriguer, je pense, les années à venir et qui va engager et engendrer des changements profonds dans notre société. Aujourd'hui, nous vivons donc cette crise sanitaire, je ne vais pas m'étaler dessus parce qu'on en a assez parlé, mais qui a également entraîné une crise économique. Et selon un sondage sorti fin 2021, la priorité des Français est le pouvoir d'achat. 50% d'entre eux comptent orienter leur vote par rapport à cette variable. Comment comptez-vous rallier ces personnes-là à votre électorat ? Alors, de plusieurs façons. Déjà, en faisant le constat que on a tous vécu pendant 2 ans les conséquences dramatiques de cette pandémie. Ça nous a tous préjudiciés. On a tous eu des conséquences plus ou moins dramatiques selon les personnes, mais en tout cas, on sait qu'on a tous été d'une certaine façon victimes de cette pandémie. Donc, aucun d'entre nous, je pense, n'a envie de revivre ce que nous avons vécu pendant 2 ans. Et déjà, pour se poser la question d'éviter de retomber dans une pandémie, il faut se poser la question des futurs risques à venir, des futures pandémies. Et ça, on a des rapports scientifiques, l'IPBES nous alerte, ne cesse de nous alerter. Il y a un rapport de fin 2020 qui s'intitule « L'ère des pandémies » qui nous dit « Si nous continuons ce modèle, et notamment ce modèle d'élevage intensif et industriel, nous allons avoir des épidémies de pandémies. » On connaît les conséquences d'une épidémie, d'une pandémie, donc il faut en finir très rapidement avec ces foyers que sont ces élevages industriels et intensifs. Et ce que nous dit l'IPBES, c'est que, en fait, le coût de gestion d'une pandémie est 100 fois plus important que la prévention, donc l'arrêt de ce modèle d'élevage. Donc si on veut préserver notre économie et arrêter de gaspiller des millions et des milliards d'euros à régler les conséquences d'une future pandémie, commençons déjà par couper à la source les risques de la future pandémie, fermons ces élevages intensifs et industriels. Sur la question du pouvoir d'achat, il y a la question de l'accès à l'alimentation, qui est une question essentielle pour les citoyens.
un Français sur 5 ne mange pas tous les jours à sa faim. Les étudiants souffrent énormément de ces difficultés d'accès à l'alimentation. Donc c'est un sujet qui est fondamental au XXIe siècle d'avoir en France encore autant de personnes, et même il est inadmissible que des personnes en France n'aient pas accès à l'alimentation. Donc ce que l'on porte, c'est, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, en arrêtant ce gaspillage alimentaire qui est favorisé par l'élevage industriel intensif, on va réorienter l'alimentation végétale directement à l'alimentation humaine. L'alimentation végétale qui est produite, qui sera produite encore plus localement en France, ce sont des légumineuses, ce sont des céréales. Les légumineuses sont d'excellente qualité nutritive. Nous avons tous les nutritionnistes qui nous vantent les bienfaits. Et donc, si nous affectons cette alimentation directement aux humains, nous aurons de l'alimentation accessible, à des coûts accessibles et disponible pour tout le monde. Merci. On a des petits problèmes techniques. Ah, pardon, excusez-moi. Non, mais c'est pas grave. Je voulais parler maintenant d'un sujet qui a été abordé par la conféreuse Sullivan, qui est le parti Europe Écologie Les Verts, qui s'est également saisi du coup de la cause animale, et vous avez expliqué en quoi vous différez. Je voulais vous faire réagir par rapport à une mesure annoncée par Yannick Jadot, qui était celle d'interdire la chasse le week-end et pendant les vacances. Qu'en pensez-vous ? Alors, évidemment, c'est une mesure qui va dans le bon sens, puisque les citoyens sont en immense majorité favorables à l'interdiction de la chasse, que la chasse est génératrice d'importants problèmes d'insécurité à la campagne. Il y a 7 Français sur 10 qui s'estiment en insécurité du fait de la chasse. Les récents accidents de chasse nous ont montré à quel point il était périlleux de se promener à la campagne, mais même sur des voies rapides, pas loin d'agglomérations, alors qu'il y avait de la chasse. Donc oui, c'est une mesure qui est importante, mais elle est insuffisante parce que malheureusement, les accidents de chasse et la chasse ne se déroulent pas seulement les week-ends et les jours fériés, que la chasse pose évidemment des problèmes de sécurité, mais qu'elle pose aussi des problèmes éthiques par rapport aux animaux. Ces millions d'animaux, notamment des animaux d'élevage, 30 millions qui sont élevés, les faisans, les perdrix notamment, pour être lâchés et servir de cible vivante, c'est malheureusement pas que le week-end et le jour férié, les vacances. Donc c'est un premier pas, mais pas suffisant. Mais du coup, comment réduire l'impact de certaines espèces nocives sur les cultures ou les forêts si la population n'est plus contrôlée par la chasse? Est-ce qu'il faut établir une chasse qui soit strictement utilitaire? Alors, c'est une question qui est importante, la question des régulations et la question des dégâts aux cultures. La première des choses qu'on peut dire, c'est que la question de la régulation est confiée aux chasseurs depuis des dizaines d'années et qu'ils n'ont pas réglé le problème, ils n'ont fait que l'empirer. Donc ce n'est pas eux qui ont la clé de la solution de la régulation et des dégâts aux cultures. Au contraire, ce n'est pas la solution, c'est le problème. Donc il faut sortir les chasseurs de cette gestion des dégâts aux cultures et il faut assurer la transparence sur ces questions. Moi, je travaille dans mon activité d'avocate souvent sur des dossiers liés à des battues administratives, liés aux dégâts aux cultures. Et régulièrement, je conteste les arrêtés de battues administratives, les arrêtés préfectoraux, notamment en argumentant sur le fait qu'à chaque fois, lorsqu'une battue est ordonnée, on nous explique qu'il y a des hordes de sangliers, qu'il y a beaucoup trop de sangliers, mais jamais vous n'avez la preuve ou le commencement de preuve du nombre de sangliers dont il est question. Jamais vous n'avez le commencement de preuve de à partir de quel nombre de sangliers par superficie on peut estimer qu'il y a une surpopulation. Jamais vous n'avez d'informations qui nous est donnée, dans le cadre notamment de ces recours, sur les mesures de prévention des cultures qui ont été mises en place. Je voudrais rappeler que le Code de l'environnement prévoit, pour assurer l'équilibre agro-sylvo-cynégétique, des mesures de prévention des cultures. C'est prévu par le Code de l'environnement, mais ce n'est jamais ou quasiment jamais mis en place. Et quand on demande, dans le cadre des arrêtés de battue administrative, la preuve de ces dispositifs, donc, qui auraient été mis en place et qui, on devrait en conclure, qui seraient insuffisants, puisque le préfet en arrive à faire des battues administratives, nous n'avons jamais aucune réponse. Donc la réalité, c'est qu'il n'y a pas de transparence sur les mesures préventives qui sont mises en place. Souvent, elles ne sont pas du tout mises en place. Et donc, la solution toujours de facilité, c'est quand il y a un problème avec les animaux, on va toujours les tuer. On ne se pose jamais la possibilité de faire autrement que de tuer les animaux. Donc nous, ce que l'on porte, c'est de changer de braquet. On va, au lieu de toujours se dire que la solution première et ultime, c'est de tuer les animaux, de savoir comment éviter de tuer les animaux.
donc, sur la question des dégâts aux cultures, on va identifier les parcelles à risque. On a des experts compétents qui sont en capacité de nous dire telle parcelle, elle est risquée parce qu'il y a une population de sangliers qui vit à côté, et donc ce n'est pas opportun de planter sur ces terres-là. Ils vont aussi pouvoir être en mesure de déterminer que telle culture, par exemple le maïs, n'est pas appropriée sur telle parcelle à risque, parce que le maïs est une friandise pour les sangliers. On va pouvoir mettre en place des dispositifs de protection des cultures. En termes de coûts, ce n'est pas plus important que le fait de financer ou d'indemniser plutôt des dégâts aux cultures. Et on va aussi mettre les moyens sur des recherches de méthodes alternatives. L'Espagne le fait actuellement, il y a des programmes de recherche sur les stérilisations de populations de sangliers. Et donc, il faut que la France aussi ait le courage et la volonté politique de se poser la question de trouver des solutions alternatives. Les autres pays le font, donc faisons-le. Merci beaucoup. Et j'aimerais terminer sur une petite question. Votre mesure phare, bien sûr, c'est la fermeture des élevages industriels et intensifs. Et beaucoup de personnes peuvent se poser la question, comment est-ce que vous comptez nourrir la population derrière ? Donc c'est une question quand même assez légitime. Et du coup, ma question est la suivante. Est-ce que votre France rêvée, Madame Thuy, c'est une France végane ? Alors, donc sur la question de nourrir les Français et les Françaises. Comme je l'ai dit tout à l'heure, contrairement à l'idée que l'on se fait, les élevages industriels et intensifs ne produisent pas de la nourriture, ils en gaspillent. On perd 6/7 de ressources, ce qui n'est pas rien, hein, parce que quand on voit les gaspillages en termes d'eau, les conséquences environnementales que génère la production animale, la déforestation en Amazonie, c'est pas une solution. Donc, on ne va arrêter déjà de gaspiller de la nourriture, et comme j'ai dit tout à l'heure, on va l'affecter directement aux humains. Comme on réduit, en tout cas c'est la mesure que l'on porte, de 50% la production et la consommation de produits d'origine animale, on n'aura plus besoin de nourrir ces animaux, de leur donner cette alimentation végétale, et on l'orientera directement aux humains. On développera, comme je l'ai dit tout à l'heure également, les cultures végétales et de légumineuses en France. Et donc, on a assez de superficie en France pour nourrir tout le monde si on arrête de gaspiller la nourriture. Et la France rêvée du parti animaliste, je l'ai dit tout à l'heure, le parti animaliste ne porte pas l'interdiction de la consommation de viande. Il porte la fin de ces élevages industriels intensifs. Et il porte une réduction donc, de 50%. 50%, ce n'est pas déraisonnable hein, comme consommation. L'immense majorité des Français sont tout à fait d'accord avec le fait que l'on consomme de façon complètement démesurée, déraisonnable des produits d'origine animale. Nos grands-parents n'ont jamais consommé autant de produits d'origine animale que nous. Il faut revenir à de la raison. Nous en avons la possibilité et surtout nous en avons la nécessité impérieuse parce qu'on ne peut pas continuer comme ça, on va dans le mur. Merci beaucoup. On va passer du coup aux questions du public. Du coup, je propose de passer le micro à ceux qui veulent poser une question. Je vois ici. Bonsoir madame, merci d'être venue. Alors c'est une découverte pour moi, mais c'est une découverte qui est très intéressante. Et du coup j'ai deux questions. La première, elle concerne plutôt le droit des entités environnementales, parce que je suis en double diplôme, je fais des sciences à côté, et on nous a parlé de l'idée que d'ici peut-être quelques années, on pourrait accorder des droits à des fleuves, à des montagnes qui ne seraient pas préservées. Alors ça paraît un peu idéaliste, mais qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça pourrait rejoindre votre combat? Et une autre question, par rapport au fait qu'on vit depuis des années avec des animaux domestiques, est-ce que cela vous dérange au sens où, quand on a des animaux qui vivent sur des grands terrains, ça ne pose pas de problème, mais par exemple, un chat dans une maison, un appartement, est-ce que vous ne trouvez pas que si on va jusqu'au bout de la réflexion, on devrait ne pas avoir vraiment d'animaux domestiques? Enfin, qu'est-ce qui nous permet d'avoir des animaux domestiques? Je vous remercie. Vous voulez que je réponde maintenant ou vous voulez prendre plusieurs questions? C'est comme vous voulez. Je peux répondre maintenant si vous voulez.
Alors, sur le statut juridique, effectivement, des fleuves, des montagnes, c'est une question qui est importante et qui probablement aboutira dans les années à venir de façon très sérieuse. Nous n'avons pas du tout d'opposition à cette reconnaissance, tout au contraire. À mon sens, c'est même dans le sens de l'histoire. Mais nous, ce que l'on porte, c'est, dans un premier temps, déjà de reconnaître aux animaux qui sont des individus sensibles des droits et un statut juridique. Donc, c'est pas du tout incompatible. C'est une extension même plutôt de la façon dont nous concevons la protection de façon générale, donc aux animaux, mais aussi aux entités que sont les fleuves, les montagnes et d'autres qui ont une incidence environnementale. Oui. Sur la seconde question, sur les animaux de compagnie, le parti animaliste ne porte pas l'interdiction de la détention des animaux de compagnie. Il porte bien sûr des mesures de protection de ces animaux. Comme je l'ai indiqué tout à l'heure, on est vraiment, dans le cadre du programme du parti animaliste, en adéquation avec les attentes des citoyens. Les Français sont le peuple qui a le plus d'animaux de compagnie. Il y a un lien très important avec les animaux de compagnie. Ce sont des membres de la famille à part entière. Et c'est souvent par le biais de l'animal de compagnie qu'on va arriver à s'interroger de façon plus globale, plus générale sur notre rapport aux animaux, ce qu'on a dans nos assiettes. Et donc, c'est une porte d'entrée à notre interrogation, notre appréhension de la souffrance des animaux, notamment des animaux d'élevage, des animaux sauvages. Donc, non, nous ne portons pas d'interdiction de la détention des animaux de compagnie. En revanche, évidemment, nous portons des mesures de protection contre les maltraitances dont ils sont l'objet. Et ça passe notamment par des moyens accrus au service de gendarmerie, au service des parquets, des formations aussi, parce que ce que l'on peut voir, c'est que souvent les services de gendarmerie, les services du parquet sont assez démunis avec les infractions à l'encontre des animaux. D'abord, ils sont surchargés, il faut bien le dire, de dossiers, mais ils n'ont pas forcément la culture de ces infractions et la culture de ces poursuites. Donc, ça passe aussi par de la sensibilisation des professionnels de la justice pour lutter et favoriser la protection de ces animaux. Là-bas. Bonsoir. Donc merci tout d'abord d'être venu ce soir nous parler. Moi, j'avais envie de revenir sur le concept de la stérilisation des animaux pour lutter contre l'expansion de la population, notamment vous parliez de sangliers, mais ça peut concerner tout autant les chevreuils. Et justement, j'aimerais rebondir sur le livre L'Homme-chevreuil que vous avez sûrement dû lire, de Geoffroy Delorme, dans lequel en fait on apprend qu'effectivement, la vie sexuelle du chevreuil, ça rythme toute son année. Et donc en fait, ne pensez-vous pas qu'en promouvant et en développant la stérilisation, vous risquez en fait de dérégler tous les cycles des animaux et donc finalement de leur faire plus de mal qu'autre chose? Alors, la question il faut déjà se poser la question de pourquoi on arrive à se poser cette question-là. Évidemment, ce n'est pas la solution ultime à généraliser, mais ça fait partie des pistes qui sont sur la table et qui doivent être étudiées. Là, à ce stade, en Espagne, c'est au stade de l'analyse et de la réflexion. Ce n'est pas encore mis en application. Il faut se poser la question de qu'est-ce qui est en cause. L'option, là, aujourd'hui, que l'on a, c'est on nous dit il y a beaucoup trop de sangliers, donc on va les tuer à bout portant. D'accord ? Donc, entre tuer des sangliers ou envisager d'en stériliser une partie, c'est une question de degré d'atteinte aux animaux. Les tuer, c'est la mesure la plus grave en termes d'atteinte. Et effectivement, la stérilisation, c'est une atteinte aussi, mais c'est une question de conciliation des intérêts avec les intérêts des humains de protéger leur culture et la question des animaux de pouvoir vivre. Donc évidemment que ce n'est pas la mesure que l'on porte comme la mesure absolument ultime et indispensable et à généraliser. Ce que j'ai indiqué tout à l'heure, c'est que d'abord, il faut se poser la question de l'identification des cultures à risque, d'abord de savoir exactement qu'est-ce que ça veut dire d'avoir trop de sangliers, parce que personne n'est en mesure de nous dire qu'est-ce que ça veut dire trop. Moi, clairement, dans les rapports, dans les arrêtés, c'est les hordes, c'est le terme horde qu'il y a. Mais on ne me donne jamais de chiffres. Donc,
la première des choses, c'est de déterminer qu'est-ce que ça veut dire qu'il y en ait trop. Et peut-être qu'une fois qu'on aura la transparence des données, on s'apercevra que finalement, il n'y en a pas trop, contrairement à ce qu'on nous dit, et que si on met en place des mesures de protection des cultures, qu'on choisit les cultures sur les parcelles à risque, il n'y aura pas du tout besoin d'intervenir. Mais ça fait partie des pistes de réflexion qu'il faut mener. Bonsoir, Lucie Dupin, merci beaucoup pour votre intervention. Moi, j'ai 4 questions. La première, c'est que pensez-vous de la viande de synthèse, la viande in vitro? Est-ce que vous pensez que c'est une bonne alternative pour les personnes qui sont carnistes, qui ne veulent pas changer de mode de vie? La deuxième, c'est sur les animaux marins. On sait qu'ils ne sont pas étourdis, eux. Vu que vous êtes contre l'abattage rituel qui se fait sans étourdissement, quelle est votre solution pour les animaux marins? La troisième, c'est quelle est la position de votre parti sur l'expérimentation animale? Et la quatrième, si je ne l'ai pas oublié, c'est, quelle est votre position sur la répression pénale des mauvais traitements faits aux animaux non humains? Est-ce que vous voulez criminaliser, par exemple, les atteintes à la vie des animaux non humains? Je rappelle que pour l'instant, ce sont des délits. Il n'y a aucun crime qui est consacré en droit pénal français sur les atteintes aux animaux. Voilà, je ne sais pas si vous avez retenu les 4 questions. Mais... Ouais, je vais essayer. Merci. Alors, la question sur donc on va commencer par la dernière, la criminalisation des atteintes aux animaux. Donc, comme vous l'avez dit, effectivement, il y a des délits par rapport aux animaux, mais malheureusement, c'est souvent en grande partie des contraventions, notamment dans le code rural. La plupart des infractions sur les animaux d'élevage, les animaux d'abattoir, sauf les mauvais traitements, sont en réalité des contraventions qui sont punies de contraventions de 4e ou de 5e classe, donc au maximum 750 € ou 1 500 € d'amende. Et en réalité, quand on voit les procès des abattoirs et des élevages, ces infractions ne sont jamais prononcées en tout cas les peines dans leur intégralité, ce qui fait que par exemple sur l'abattoir de Mauléon, du pays de Soule, on a eu 192 infractions aux règles de protection animale, et pas des moindres, des animaux qui n'étaient pas étourdis, qui étaient signés vivants, qui n'étaient pas du tout immobilisés, donc qui subissaient plusieurs pistolets à tige perforante. Donc 192 infractions, 192 contraventions, et on a eu 3 950 € au total d'amende, soit 20 € par infraction, donc très loin des 750 et 1 500 € encourus par infraction. Donc tout ça pour dire qu'on ne porte pas la criminalisation, par contre on porte la généralisation des délits à toutes les infractions en matière animale. La question ensuite, c'était sur l'étourdissement des poissons. Vous avez raison, c'est une mesure que l'on porte effectivement parce que les poissons sont les grands oubliés des mesures d'étourdissement. Et d'ailleurs, de façon générale, on parle très peu des poissons. Donc oui, nous portons une obligation d'étourdissement des poissons. Et nous portons, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais puisqu'on parle des poissons, nous portons une interdiction de la pêche industrielle. Donc que nous définissons, il n'y a pas de définition officielle de la pêche industrielle, mais une définition sur laquelle s'accordent la plupart des associations de l'Union européenne, qui est les bateaux de plus de 12 mètres avec arc traînant. Donc nous sommes pour l'interdiction de ce type de pêche industrielle. Sur la question de l'expérimentation animale, nous portons aussi des mesures vers la fin de l'expérimentation animale parce que ce que l'on voit, c'est que les mesures, on a toujours encore le réflexe de toujours tout expérimenter sur les animaux, alors que souvent les scientifiques nous indiquent que le modèle animal n'est pas un modèle pertinent. Et qu'il faut donc aller vers la fin de l'expérimentation animale. Et donc, c'est la mesure que nous portons. Et la première question, excusez-moi. Ah oui, la viande in vitro, excusez-moi. Et donc, sur la question de la viande in vitro, nous n'avons pas d'opposition en tant que telle. La réalité, c'est que les citoyens veulent continuer à manger de la viande tout en ne voulant pas faire souffrir les animaux. Donc on se retrouve dans une équation un peu compliquée et que donc la viande in vitro
peut être une solution. Alors, contrairement à ce qu'on dit, ce n'est pas une solution pour les végétariens ou les véganes, parce que les végétariens et les véganes, ils s'en passent très bien. Ils n'ont pas besoin, ils ont pris d'autres habitudes de consommation. Ils ont découvert d'autres saveurs. L'alimentation végétale regorge de saveurs incroyables et insoupçonnées quand on prend le temps de s'y intéresser. Donc, la viande in vitro, c'est une solution si l'on veut répondre aux enjeux climatiques, aux enjeux environnementaux, aux enjeux de souffrance animale, tout en ne voulant pas trop bouleverser les habitudes alimentaires des personnes. Il y a des questions là-bas. Bonjour, merci d'être là ce soir déjà. J'avais juste une question, bon, c'est peut-être un petit peu hors thème, mais j'ai une question quand même, vous êtes quand même candidate à la présidentielle, et il y avait une question que je me posais, c'est si jamais vous étiez, désolée c'est hors thème, vraiment hors thème, c'est si jamais vous étiez féministe, parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur, et potentiellement, moi je pourrais vous donner mon vote, mais voilà, c'est sous certaines conditions. Donc, ben voilà. Alors, sur la question du féminisme et de la place des femmes, je vais vous dire une anecdote que peut-être vous ne connaissez pas. Le Parti animaliste est le premier parti à avoir été sanctionné pour avoir présenté trop de femmes candidates aux législatives. Donc nous payons tous les ans une pénalité pour avoir promu l'accession des femmes à la politique. Donc nous avons évidemment dénoncé cette peine que l'on prend, cette amende, en demandant à ce que nous savions la règle, nous la connaissions, la règle de la parité évidemment, mais nous avons fait le choix de ne pas pénaliser les femmes, de ne pas pénaliser l'accès des femmes à la politique. On sait bien malheureusement que dans trop de partis, dans trop d'institutions, dans trop d'entreprises, elles ont si peu de place. Au Parti animaliste, elles ont toute leur place. Et nous avons demandé que l'argent qui nous est retiré, donc on perd quand même tous les ans un tiers de notre subvention publique parce qu'on a présenté trop de femmes, que ça soit attribué à des associations qui luttent pour la protection des femmes, pour des actions à faveur des femmes. Mais malheureusement, cet argent est redistribué aux autres formations politiques et ne va pas à l'action de la promotion des femmes, notamment en politique ou au combat des femmes. Donc voilà, si ça répond à votre question. D'accord, merci. Bonjour. Bonjour. Merci d'être venu ce soir nous parler. Je me demandais si vous étiez en dialogue avec d'autres, c'est une question plutôt pratique par rapport aux autres questions, si vous étiez en dialogue avec d'autres partis à une échelle européenne, voire internationale, d'autres partis qui portent les mêmes idées. Oui, absolument. Alors, il y a une vingtaine de partis animalistes dans le monde. Quand nous avons décidé de créer le Parti animaliste en France, donc on a commencé à travailler là-dessus en 2014, fin 2014, nous avons pris attache avec les autres formations politiques étrangères, notamment les Pays-Bas, puisque les Pays-Bas est le premier parti pour les animaux, qui a été créé en 2002. Et tous les ans, il y a des rencontres internationales entre tous les partis animalistes où l'on échange sur les questions, la façon dont ça se passe dans nos pays respectifs, où l'on échange sur nos expériences. Et donc, nous avons beaucoup travaillé dans le cadre de la création et de la conception du Parti animaliste avec ses partenaires européens et internationaux. Et donc, nous avons beaucoup pu échanger, évidemment des liens. Et dans le cadre des élections européennes, nous avions formé Animal 11. Donc, c'était 11 partis animalistes européens qui ont, dans leurs pays respectifs, présenté une liste animaliste. Et donc, nous espérons un jour pouvoir avoir suffisamment d'élus européens pour pouvoir créer un groupe au Parlement européen. Donc oui, nous sommes en contact et en lien étroit avec les autres formations étrangères. D'accord, merci beaucoup. Merci. Et j'avais une autre question, c'était sur un détail, mais sur l'expérimentation animale. Vous avez exprimé le fait que voilà, le Parti animaliste se positionne contre. Qu'est-ce que vous répondrez aux personnes qui ont cette idée que l'expérimentation animale est nécessaire et sauve des vies humaines et peut-être parfois même sauve plus de vies, si on a une approche utilitariste, sauve plus de vies parce que permet de découvrir des choses qui vont peut-être même sauver d'autres vies animales. Oui, alors le problème d'expérimentation animale, c'est qu'on n'a pas pu avoir de débat serein sur ce sujet-là.
qu'effectivement, il y a beaucoup d'a priori qui sont portés depuis des années et qu'il y a un seul discours qui est porté. Et donc, la première des choses, et c'est de façon plus générale sur les mesures que l'on porte, c'est de permettre un débat public et une information des citoyens. Et donc, de donner la parole aux scientifiques qui nous disent que l'expérimentation animale n'est la plupart du temps pas un modèle pertinent, et donc de rassurer aussi les citoyens qui peuvent légitimement s'interroger en se disant s'ils sont contre l'expérimentation animale, finalement, ça veut dire qu'ils sacrifient les vies humaines. Donc effectivement, vous avez raison, c'est important d'avoir ce débat serein, éclairé, pour expliquer en quoi le fait de passer à des modèles non animaux ne préjudiciera pas à la recherche, à la science, au développement évidemment de médicaments et au fait de sauver des vies humaines. D'accord, merci. Bonjour, merci d'être venu. Alors ma question, en fait, c'est, j'imagine que vous voulez interdire la corrida. Est-ce que vous pourriez peut-être du coup développer les raisons et comment vous comptez vous y prendre? Oui, alors tout à fait, effectivement, l'interdiction de la corrida et des combats de coqs fait partie de notre programme. La corrida, ce qu'il faut dire, c'est que c'est un acte de cruauté, un sévice grave. Ce n'est pas seulement le parti animaliste qui le dit, c'est le législateur lui-même. L'article 521.1 du Code pénal prévoit une dérogation, une autorisation de la loi pour finalement exonérer de poursuites et de condamnations les auteurs de corrida et donc de sévices graves et d'actes de cruauté. La corrida, c'est un spectacle qui, après de longues minutes de supplice d'un taureau, mais il faut dire aussi que les chevaux subissent aussi de graves violences, mais en tout cas qui conduit donc à planter des banderilles dans un animal vivant qui n'a absolument rien demandé, et tout ça pour du spectacle, du loisir. Il n'y a aucune autre utilité, entre guillemets, qui est exposée, qui est indiquée. Et donc, pour nous, la corrida, c'est un acte de cruauté gratuit, gravissime, qui n'a plus sa place en France. D'ailleurs, la majorité des citoyens, on est sur 8 Français sur 10 qui sont opposés à la corrida, qui demandent l'interdiction, et ça en territoire taurin comme en territoire non taurin. La corrida est interdite sur 9 dixièmes du territoire français, elle n'est autorisée que sur 1 dixième. Et en plus, la corrida, il n'y a aucune limite d'âge pour les enfants. Et il y a même souvent des mesures incitatives pour amener des enfants aux corridas, c'est-à-dire la gratuité. Et ça, c'est scandaleux. Des éminents professeurs comme le professeur Montagnier ont expliqué les conséquences gravissimes qu'il pouvait y avoir sur des jeunes enfants en termes de traumatisme. On accoutume les enfants à la violence. Et donc, ça aussi, c'est vraiment un signe de notre société qui est préoccupant, parce qu'on a une société où on dénonce constamment la violence endémique, où on essaie de lutter contre la violence, et parallèlement, on amène des enfants voir ces spectacles et à les habituer au fait de faire souffrir gratuitement, gravement des animaux. Donc non, au XXIe siècle, la corrida n'a absolument plus sa place. Il faut en finir. Il faut juste, en fait, abroger l'alinéa 7 de l'article 521. C'est très simple. C'est une attente de la majorité des citoyens. Et donc, il faut juste avoir le courage politique de le faire. Bonjour. Tout d'abord, je vous remercie de votre présence. Merci. Alors moi, j'avais une question d'ordre assez pratique qui porte sur l'aspect social de votre projet. Vous avez parlé de l'élevage intensif. Et aujourd'hui, si on se balade dans un supermarché, on se rend compte que tout ce qui est issu tous les produits issus de l'agriculture et de l'élevage équitable et durable sont considérablement plus chers. Et donc, voilà, comment vous répondrez à cette dimension sociale pour les Français qui, justement, n'ont pas forcément les moyens de s'acheter les produits les plus équitables et durables? Alors, effectivement, c'est une question qui est importante. Déjà, ce qu'il faut dire, c'est que les personnes ne paient pas les produits d'origine animale à leur réel coût, parce que la viande et les produits d'origine animale sont très subventionnés. Et donc, il y a eu des études qui ont montré que si l'on devait payer un steak au réel coût, on serait à 10 € le steak. Donc déjà, et en plus, on ne prend pas en compte les externalités négatives, donc les incidences sur l'environnement, les dépollutions. Donc de toute façon, l'idée que l'on se fait de manger de la viande pas chère constamment 3 fois par jour,
c'est pas quelque chose de durable, c'est pas quelque chose de souhaitable, ni pour les animaux, ni pour les humains, parce que c'est aussi cette surconsommation de viande générateur de maladies notamment cardiovasculaires. Et donc, de toute façon, il faut sortir de cette idée-là. Il faut assumer qu'il faut réduire notre consommation. Donc, nous, on porte 50% à horizon de 5 ans. Et donc, une fois qu'on va arrêter de subventionner ces élevages industriels et intensifs, qu'on va réduire cette consommation, on va pouvoir déployer les subventions actuelles, et notamment les subventions de la PAC, c'est 9 milliards quand même de subventions pour la France. On va pouvoir les déployer sur l'alimentation végétale, la rendre beaucoup plus abordable pour tout le monde. C'est de l'alimentation qui pourra être produite en France, dans des bonnes conditions, où les agriculteurs pourraient être rémunérés de façon décente, parce que ce que l'on ne dit pas souvent, c'est que les éleveurs, notamment dans ces modèles industriels intensifs, je les rencontre régulièrement pour voir un petit peu, évidemment, quand on porte des mesures d'interdiction, la première des choses, c'est d'aller voir les principaux intéressés pour savoir comment eux, ils perçoivent cette mesure. Et ces éleveurs, ils sont désespérés. Il n'y a pas d'autre mot, ils sont désespérés, ils ont le taux de suicide qui est le plus important. Ils ne s'en sortent pas économiquement, ils vivent avec 400, 500 euros par mois pour 70 heures de travail par semaine. Donc, eux, ils n'en veulent plus de ce modèle. Ce modèle ne les a jamais rémunérés, ne pourra pas les rémunérer, et donc il faut en sortir. Ils sont les premiers à demander à être aidés à en sortir. Le problème, c'est qu'ils sont endettés, et donc ils sont piégés dans un système où les grands groupes agro-industriels, les grandes coopératives les ont incités à s'endetter, les ont étranglés et les empêchent finalement d'en sortir. Donc la question économique, c'est effectivement une question fondamentale, mais il faut arrêter de subventionner ces modèles qui nous coûtent un argent considérable. Aujourd'hui, le ministre de l'Agriculture a encore subventionné de 260 millions d'euros l'élevage de canards. Tous les ans, on a des crises sanitaires, des crises de grippe aviaire qui font qu'on est obligé de tuer des millions d'animaux, des millions de canards. Donc il va falloir qu'on arrête au bout d'un moment. On va continuer combien d'années encore à tuer tous les ans des millions de canards, à continuer à subventionner ces éleveurs, donc de l'argent public, l'argent du contribuable, pour rien? Non, il faut arrêter, il faut redistribuer cet argent, rendre la nourriture éthique, locale et qui soit produit dans des conditions socialement acceptables. Il faut mettre l'argent public là et arrêter de gaspiller l'argent public à des productions alimentaires qui sont complètement dépassées et qui nous mènent dans le mur. Bonsoir, merci beaucoup. Moi, j'avais une question sur une note qui était sortie suite à votre score aux européennes, qui était quand même assez impressionnant, enfin qui avait impressionné beaucoup de commentateurs politiques. Cette note, elle disait que la sociologie électorale de votre vote se superposait pas du tout au vote écologiste. Et ça, enfin, vous nous l'avez bien expliqué, donc je le comprends, mais qu'elle se superposait plutôt au vote d'extrême droite. Est-ce que vous avez, comment vous l'expliquez? Est-ce que c'est une dimension sociologique au sens classe sociale, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de classes populaires qui votent animalistes et à l'extrême droite, ou est-ce que vous pensez qu'il y a des pendants idéologiques qui se rapprochent? Alors, effectivement, c'est la note de la Fondation Jean Jaurès qui a étudié le vote animaliste à l'issue des européennes. Donc, effectivement, cette note, elle est intéressante parce qu'on avait souvent le cliché et l'a priori que la question animale, et on nous véhicule toujours cette idée, que la question animale n'intéresse que les bobos urbains, parisiens, citadins, qui sont complètement déconnectés de la nature, déconnectés des réalités et des difficultés quotidiennes. Et donc cette note, elle a montré que c'était faux, que c'était pas un problème de bobo urbain et que précisément ça touchait des personnes qui étaient en difficulté sociale notamment, et donc qu'on n'était pas sur une sociologie que l'on essayait de véhiculer, et donc une étiquette qu'on essayait de coller. Sur la similarité de sociologie avec un vote d'extrême droite, on l'explique par le fait que souvent le vote à l'extrême droite est un vote contestataire, en tout cas ça a pu être expliqué comme ça. Pas du tout qu'il y ait des convergences idéologiques, pas du tout, mais vraiment que
les personnes qui ont pu être écartées de la politique ont voulu souvent exprimer leur rejet par un vote à l'extrême droite. Et donc, effectivement, plutôt que d'aller voter à l'extrême droite ou pour tel autre parti qui symboliserait pour eux un rejet, ils ont voulu voter par adhésion pour une cause. Et on a eu beaucoup de retours à la suite des européennes de personnes qui nous ont dit pour une fois, je vais voter pour un vote qui a du sens, je vais voter pour les animaux, j'ai voté tantôt à gauche, tantôt à droite, et finalement ça n'a jamais rien changé, ça n'a pas fait évoluer ma situation, pas changé le cours de l'histoire, pas changé le cours du pays, et donc au moins je vais voter pour les animaux, au moins ça aura un impact. Et donc cette sociologie, effectivement, elle peut s'expliquer comme ça. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que souvent les personnes qui sont en plus grande difficulté sont plus sensibles à la vulnérabilité, aux difficultés. Ils ont une sensibilité, oui, accrue, et donc effectivement ça se manifeste aussi à l'égard des animaux. Et moi je le constate dans ma clientèle. Donc j'ai une clientèle parce que mon cabinet est à la campagne. J'assiste des personnes en matière notamment de droit de la famille, de contentieux des enfants, mais aussi de contentieux classiques, droit de la consommation, de personnes qui sont en difficulté, en grande difficulté sociale. Et souvent, quand ils apprennent que je défends la cause animale, leur réaction est toujours extrêmement positive et ils ont encore plus de sympathie en se disant oui, il faut aussi aider les animaux. Donc voilà, c'est pour ça que je trouve que cette étude de la Fondation Jean Jaurès, elle est très importante parce qu'elle casse les clichés. Et donc, oui, je pense que c'est des personnes qui étaient, ce que je disais tout à l'heure, des fois éloignées de la politique ou qui votaient par contestation lors des élections et qui ont trouvé dans le vote animaliste une possibilité de s'exprimer plus en accord avec leurs convictions. D'autres questions ? Bonsoir madame, merci pour Bonsoir. votre présence ce soir. Ma question va porter sur les couacs dans les bureaux de vote lors des élections européennes de 2019, même si je n'avais pas encore l'âge de voter. Donc je viens de l'Hérault, un département qui avait alors fait pas mal parler de lui pour ce problème. Comme il manquait de nombreux bulletins de vote de votre parti, notamment dans mon bureau de vote. Tout d'abord, craignez-vous de nouveaux problèmes de la sorte pour les législatives, voire la présidentielle à venir? Et si oui, que conseillez-vous de faire à des électeurs qui ne trouveraient pas le bulletin de votre parti dans leur bureau de vote? Merci. Oui, effectivement. Donc, aux élections européennes, alors ce qu'il faut dire déjà de prime abord, c'est que les partis politiques ont la charge de payer la propagande électorale. Donc, qui dit propagande électorale dit bulletin de vote, affiche électorale et profession de foi. C'est un coût qui est considérable parce que si on se place au niveau des élections européennes, il aurait fallu livrer pour l'intégralité des citoyens 110 millions de bulletins, parce que la moitié pour les bureaux de vote, la moitié pour les envois postaux. 110 millions de bulletins, par exemple, c'est plus la moitié de circulaires pour les domiciles, les envois postaux. Ça représente un coût à peu près de un peu plus de 2 millions, entre 2 et 3 millions d'euros. Donc c'est évidemment considérable. Une petite formation politique comme la nôtre n'est pas du tout en mesure de payer ces frais, et donc il faut faire des coupes. Donc nous n'avons jamais eu les moyens de faire des professions de foi, et nous avons toujours dû limiter le nombre de bulletins. Donc nous n'avons jamais pu en envoyer dans les domiciles, faire les envois postaux, et nous avons toujours limité l'impression des bulletins au bureau de vote. Et nous avons utilisé une disposition du code électoral qui nous permettait jusqu'aux élections européennes de donner un nombre moindre de bulletins aux commissions de propagande, parce que le principe c'est que les partis politiques adressent leurs bulletins de vote à des commissions de propagande qui sont instituées au sein de chaque préfecture, commissions de propagande donc, qui sont instituées par les préfectures et donc présidées par un magistrat de l'ordre judiciaire ou administratif. Et donc, cette commission a la charge de réceptionner les bulletins de vote et les professions de foi et de les adresser dans tous les bureaux de vote du département. Et lorsqu'une formation politique ou un candidat ne remet pas le nombre total de bulletins de vote,
la commission de propagande avait l'obligation de les répartir proportionnellement au nombre d'électeurs inscrits dans chaque bureau de vote. Donc, ce qui veut dire que la commission de propagande avait l'obligation, dans chaque bureau de vote, de distribuer en proportion du nombre d'inscrits une partie de nos bulletins de vote. Donc, elle ne pouvait pas décider comme elle l'a fait dans l'Hérault, et c'est pour ça que nous avions été très en colère et que nous avons fait un recours. Dans le département de l'Hérault, il y avait 343 de souvenirs communes, et la commission de propagande a d'autorité, et contrairement aux dispositions en méconnaissance totale des dispositions du code électoral, distribué nos bulletins de vote que dans 21 bureaux de vote sur 343. Donc évidemment, vous comprenez que dans l'immense majorité des bureaux de vote de l'Hérault, il n'y avait pas nos bulletins. Donc c'était totalement irrégulier. Nous avons eu ces problèmes dans plusieurs départements. Nous avons eu aussi d'autres problèmes dans certains bureaux de vote où nos bulletins sont restés dans les cartons. Nous avons passé toute la journée du jour de vote à avoir des remontées d'incidents, à contacter les bureaux de vote institués au sein de chaque préfecture. J'ai passé ma journée à appeler les bureaux des élections dans les préfectures pour leur signaler des incidents, notamment quand nos bulletins n'étaient pas livrés, à faire réapparaître miraculeusement les bulletins parce que dans plusieurs bureaux de vote, les bulletins étaient dans les cartons, étaient sous d'autres bulletins de vote d'autres formations politiques. Donc nous avons eu plus de 500 signalements d'incidents dans des bureaux de vote. Nous avons saisi le Conseil d'État pour contester la régularité de ces élections. La question en matière de régularité des élections, c'est qu'il ne peut y avoir d'annulation d'élections que si nous sommes en mesure de prouver que les irrégularités ont pu changer, avoir une incidence ou une influence déterminante sur le sens du vote. Évidemment, c'est très difficile à prouver combien de votes nous avons perdus et à quel point cela aurait pu changer le cours du vote. Donc, le Conseil d'État a constaté qu'effectivement, il y avait des irrégularités. Dans l'Hérault, nous avions un procès-verbal de la commission de propagande qui indiquait noir sur blanc que nos bulletins n'avaient été distribués que dans 21 communes. Mais le Conseil d'État a estimé que ce n'était pas suffisant à remettre en cause l'élection, conformément à sa jurisprudence constante. Voilà. Sur les incidents, il y a dans chaque bureau de vote l'obligation d'avoir un registre, notamment un procès-verbal, pour signaler les incidents. Dans la mesure où vous êtes électeur d'un bureau de vote, le code électoral vous donne le droit de mentionner cet incident sur le procès-verbal. Et c'est fondamental de le faire, parce que ce qui va ensuite permettre d'établir l'incident, c'est ces registres. Et donc nous, devant les juridictions ou n'importe quelle autre formation politique, quand on va contester les problèmes, les irrégularités, on va se référer à ces procès-verbaux. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a eu aussi beaucoup de difficultés parce que la plupart des bureaux de vote des présidents ne connaissaient pas ces dispositions ou refusaient de faire inscrire les incidents au procès-verbal et que nous avons dû, donc moi j'ai eu plusieurs échanges, des fois un petit peu houleux, avec des présidents de bureaux de vote pour leur demander d'ouvrir le code électoral à la disposition qui prévoyait cette obligation et en tout cas ce droit. Et donc, il faut toujours batailler. La première réponse, c'est non, non, vous n'avez pas le droit. Et donc, ce qui se passe, c'est que souvent, les électeurs qui ne sont pas au courant de leurs bons droits eh bien, se laissent impressionner, croient ce qu'on leur dit et finalement n'insistent pas. Et donc ça, c'est la première des difficultés. Mais oui, vous avez le droit et il faut le faire. J'ai une question par rapport au parti politique La Rêve, la Révolution écologique pour le vivant, qui est un parti d'écologie radicale, mais aussi antispéciste, abolitionniste. Ma question, c'est quels sont vos liens avec ce parti? Voilà. Alors, évidemment, toutes les initiatives pour porter la question animale sur tous les terrains, y compris le terrain politique, sont très, très importantes. Donc, il faut que tout le monde s'en saisisse. Donc, ça, c'est vraiment le message. Nous n'avons pas de difficultés particulières avec La Rêve. Nous avons juste des choix stratégiques différents. La Rêve se positionne à l'extrême gauche. Et nous avons fait le choix d'avoir un positionnement transpartisan parce que le parti animaliste, il réunit des personnes à la fois de sensibilité de gauche, de droite, et nous ne voulons pas enfermer la question animale dans une sensibilité politique en particulier, la cornériser. Sinon, nous pensons que c'est la meilleure chose pour l'empêcher d'avancer. Ce que nous avons vu à la suite des européennes, c'est notre score.
il a pu être appréhendé par l'ensemble des formations politiques comme un thème qui pouvait toutes les concerner, qui pouvait constituer un réservoir électoral pour chacune d'entre elles et les inciter donc à être ambitieux sur la question animale. Alors on est loin d'être ambitieux, mais on a avancé et on a pu voir au moment notamment des municipales que beaucoup de propositions sont apparues pour la question animale, que de délégations à la condition animale ont été développées dans de nombreuses municipalités, beaucoup plus que dans la mandature d'avant. Donc vraiment pour nous c'est important de rester transpartisan, de ne pas enfermer la question animale. Et sur la question de l'antispécisme, effectivement la REV porte un discours antispéciste, mais là elle a soutenu, elle soutient LFI et la candidature de Mélenchon, qui n'est pas une candidature antispéciste, et ils reconnaissent eux-mêmes qu'aujourd'hui, il faut aller au regard des attentes de la société et qu'ils ne portent pas, en tout cas, une interdiction de la consommation et de la production d'origine animale. Donc, de ce point de vue-là, nous sommes sur la même ligne. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui. Dernière question, par contre. Bonjour madame, merci beaucoup pour votre présence. J'aurais deux toutes petites questions. La première est assez terre à terre. Vous avez beaucoup parlé du souci lié à l'élevage industriel. Et personnellement, moi, ce qui me choque dans ce domaine, c'est de connaître les quantités de viande qui sont gaspillées, notamment dans les restaurations collectives. Et du coup, je me demandais si votre parti avait imaginé des initiatives pour lutter contre ce problème. Et après, j'aurais une deuxième question qui est pour le coup assez théorique. Vous avez parlé de la nécessité de reconnaître les animaux comme des individus à part entière. Et je me demandais du coup si vous vous étiez posé la question de leur donner des droits politiques et d'introduire dans les institutions politiques françaises des modalités de représentation des animaux. Je vous remercie. Alors, sur le gaspillage alimentaire, notamment dans les cantines scolaires, effectivement, comme vous le relevez, non seulement on a un modèle d'élevage qui est complètement déraisonnable, mais en plus, non content de gaspiller au moment de la production, on gaspille au moment de la consommation. Il n'y a qu'à voir dans les supermarchés tout ce gaspillage de nourriture, dans les restaurations collectives. Et donc, nous, ce que l'on porte au niveau de la restauration collective, c'est la mesure de réduction de 50% de la consommation de produits d'origine animale, et donc pour limiter ce gaspillage. Ce qui est important aussi dans la restauration collective, c'est pouvoir donner la parole aussi aux consommateurs, aux usagers de ces services publics, pour voir un peu quelles sont leurs attentes et pour développer aussi de la qualité. Parce que le gaspillage, c'est aussi souvent parce que soit les proportions sont trop importantes, soit parce que les plats ne sont pas suffisamment travaillés, suffisamment savoureux. Donc il y a un travail, une double question à ce niveau-là. Sur la question de droit politique pour les animaux, donc je pense que vous faites référence à Zoopolis. Effectivement, Zoopolis, c'est un ouvrage qui a irrigué vraiment la création du Parti animaliste et le projet du Parti animaliste. Donc c'est la question effectivement d'appréhender les animaux au regard de la cité et donc de déterminer en fonction des liens qu'ils peuvent avoir ou pas avec les humains des droits spécifiques et des catégories. Et donc, dans le projet que l'on porte, effectivement, on se pose notamment la question des animaux sauvages, assurer leur protection. On n'est pas aujourd'hui sur des droits à part entière et donc une personnalité juridique. En tout cas, ce n'est pas aujourd'hui ce qui est porté dans le programme. On est davantage sur des mesures de protection. Et notamment s'agissant des animaux, enfin les grandes catégories qui sont faites sont les animaux qui sont sauvages, donc qui sont sans lien avec les humains, qui sont aujourd'hui absolument pas protégés dans notre droit contre les mauvais traitements, puisque les animaux sauvages, même s'ils font l'objet de mauvais traitements, s'ils font l'objet de sévices graves, d'actes de cruauté, échappent à toute protection. Il n'y a que les animaux domestiques, apprivoisés ou tenus en captivité qui peuvent bénéficier d'un régime de protection. Donc ce que l'on porte, c'est évidemment d'étendre le champ de la protection aux animaux sauvages. On porte aussi des mesures de protection par rapport et d'intégration
des animaux liminaires, donc ces animaux qui vivent à proximité des humains sans être des animaux de compagnie, notamment les pigeons, notamment les écureuils. Et donc, effectivement, dans la conception, le projet que l'on porte, on porte aussi des mesures pour prendre en compte leurs intérêts. S'agissant des écureuils, par exemple, on voit dans les villes, il y a certains endroits où c'est développé, et en tout cas ça doit être développé, des passages, ce qu'on appelle les écuroducs, qui sont en fait pas coûteux et qui sont juste un câble qui leur permet de traverser au-dessus de la route et d'éviter de se faire écraser. On porte aussi des mesures par rapport aux pigeons, pour des pigeonniers notamment contraceptifs. Et donc on se positionne davantage sur des mesures de protection au jour d'aujourd'hui qu'à des mesures de reconnaissance en tant que telles de droits politiques. Super. Je vais maintenant laisser la parole à Samir Akli, responsable du projet présidentiel, pour annoncer la mise en perspective faite par Sciences Po Paris. Merci Romain. Alors exactement, c'est donc la mise en perspective scientifique avec 2 professeurs. Donc Madame Réjeanne Sénac, qui est donc directrice de recherche CNRS au CEVIPOF, vous pouvez venir ici. Donc au centre de recherche politique de Sciences Po. Vous avez été président de la commission paritaire du Haut Conseil à l'égalité femmes-hommes, donc instance consultative auprès du Premier ministre de 2013 à 2019. Et donc dernièrement, vous avez publié Radical et fluide, les mobilisations contemporaines, donc qu'on peut retrouver aux presses de Sciences Po. Et notre deuxième intervenant, donc c'est Monsieur Xavier Rago, je crois que je le prononce bien. Donc vous êtes spécialiste des questions macroéconomiques européennes. Vous avez été notamment le conseiller d'Arnaud Montebourg lorsqu'il était ministre du redressement productif. Et aujourd'hui, vous êtes directeur de l'OFCE, qui est donc l'Observatoire français des conjonctures économiques, qui se retrouve ici à la Fondation nationale des sciences politiques. Oui, là-bas. Je vous laisse. Merci d'être venu. Je vous demande de les applaudir. Merci. Le moment de l'élection présidentielle, c'est un moment particulier, hein, vous en avez parlé, vous avez candidaté à d'autres élections, mais il y a cette dimension d'une élection qui court-circuite un peu les canaux traditionnels de la démocratie représentative classique, en particulier les partis politiques plus classiques et les représentants parlementaires. On voit que les revendications, il a été parlé de féminisme, les revendications de minorités sociales choisissent ce moment pour interpeller les candidats, pour mettre en visibilité des enjeux. Alors pour les féministes, on peut dire que depuis le moment où ça a été un suffrage universel direct, on a pu voir des thématiques émerger. En 1965, c'était la contraception. Ensuite, on a eu le droit à l'avortement, la question de l'égalité professionnelle, la question de la parité. Donc on voit bien que c'est un moment qui est un moment essentiel. Moi, je vais m'appuyer très rapidement pour ce point de côté un peu scientifique sur une recherche que j'ai effectuée auprès de responsables d'associations et d'activistes mobilisés contre les injustices. C'est un terme que vous avez peu employé, je crois. Et donc, j'ai fait 130 entretiens de responsables d'associations féministes, antiracistes, écologistes, antispécistes, donc Convergence Animaux Politiques, de représentants de Convergence Animaux Politiques, mais L214, enfin, mais aussi de lutte contre la pauvreté et la justice sociale. Je vais aborder 2 points qui me semblent être des points qui sont en filigrane dans vos mobilisations et dans votre candidature. Ce que ça dit du rapport aux politiques et à la politique, avec pour moi une tension entre politisation et dépolitisation dans votre démarche. La question aussi de en quoi vous participez à mettre en visibilité ou pas un commun des dominations et des émancipations. Le terme d'émancipation, je crois aussi que vous l'avez assez peu abordé. Et quel est votre rapport au principe d'égalité, égalité plutôt des considérations, des intérêts. Donc, sur le point, sur l'articulation entre politisation et dépolitisation, vous avez beaucoup parlé du fait que vous jouez un rôle important
pour répondre à la défiance vis-à-vis du politique, en donnant la parole à la fois à ceux qui ne l'ont pas. Vous avez peu parlé du fait que vous étiez un mouvement d'alliés, mais vous êtes un mouvement d'alliés, vous n'êtes pas les premiers concernés. En tant qu'humains, animaux humains, vous donnez la parole dans un cadrage qui est un cadrage d'humains aux animaux non humains. Donc il y a vraiment cette idée de politiser, de rendre visibles des acteurs, hein, des qui, mais aussi des sujets, hein, des quoi, du politique. Et vous mettez ça dans une logique qui est, je trouve, relativement anthropocentrée, puisque vous le justifiez en disant que c'est l'opinion majoritaire. Donc, on peut se demander si c'est un argument qui est un argument nécessaire ou si on pourrait avoir des arguments qui sont des arguments éthiques, philosophiques, idéologiques, qui se suffisent à eux-mêmes et qui n'ont pas à être conditionnés par un consensus populaire. Dans le rapport, par exemple, à l'élevage, très clairement, ça pourrait justifier de dénoncer tout type d'élevage, tout type de mise à mort ou de torture, au-delà de la dénonciation de l'élevage intensif ou industriel. Donc, vous êtes dans une politisation au sens où vous amenez à mettre dans le débat public et à mettre sur l'agenda politique des sujets qui n'y étaient pas forcément, avec aussi cette idée de démocratisation et de réponse à la démocratie. On a eu une question, vous avez eu une question hein, sur la reconnaissance juridique des cours d'eau, des montagnes. C'est déjà fait en Inde en particulier, en Nouvelle-Zélande, en Équateur, en Bolivie. Donc c'est une question qui en particulier a été travaillée dans ces murs par Bruno Latour. Donc cette question de la reconnaissance des ressources et des territoires, donc au-delà donc, des animaux non humains. Sur la tension avec la dépolitisation, le fait que vous soyez un parti qui se revendique comme monothématique et transpartisan, est-ce que ce n'est pas en soi participer d'une forme de dépolitisation au sens où vous ne prenez pas parti par rapport à des tensions idéologiques qui existent, en particulier au sein de l'écologie. Vous devez avoir vu passer, en bonne juriste que vous êtes, la proposition de loi de députés républicains, à la tête duquel, en particulier, il y a Julien Aubert, assez peu connu pour sa logique déconstructiviste des inégalités, que ce soit sur un versant, on l'a vu s'illustrer sur les questions autour de la loi autorisant le mariage civil aux couples des personnes du même sexe, mais aussi pour tout ce qui a trait aux questions d'égalité femmes-hommes. Et ils disent dans cette proposition de loi, qui est récente, hein, février 2021, qui a pour objectif de créer un code du bien-être animal. L'objectif de ce code est un support à la protection des animaux, sans toutefois tomber dans une logique antispéciste, je les cite. Cette proposition de loi ne vise pas à modifier le régime d'appropriation des animaux. Son but est d'extraire la qualification juridique des animaux du Code civil, afin de bien marquer le fait que ceux-ci doivent dorénavant être considérés comme une catégorie juridique sui generis, ni personne physique, ni bien meuble. Bérénice Levé, qui est à peu près du même courant que Julien Aubert, qui avait écrit un pamphlet sur la théorie du genre, où elle dénonçait la déconstruction du désir hétérosexuel, de la galanterie, de l'érotisme et de la conversation, qu'elle voyait comme un signe de l'identité nationale, porte elle aussi ce qu'elle appelle une écologie conservatrice contre une écologie déconstructiviste. Et on voit apparaître ce qu'ils appellent des zones identitaires à défendre. Le philosophe Dominique Bourg l'aborde en particulier, avec cette idée de défendre son biotope contre les espèces invasives, et dans les espèces invasives, il y a aussi des groupes humains. Donc, comment est-ce qu'on peut ne pas se positionner quand on est dans un rapport, quand on défend les droits des animaux, par rapport à ces clivages idéologiques, et en particulier le fait que Révolution écologiste pour le vivant ait choisi de défendre le LFI est justifié par ce type de choix idéologiques. Je vais aller très vite. Vous avez abordé la question de l'articulation
entre le qui du politique et ce rapport à la communauté des égaux. Vous avez parlé de zoopolis. Sur le rapport au comment, alors là, vous avez beaucoup parlé du rapport au droit, et vous considérez le droit vraiment comme, non pas comme la force des dominants, comme le disaient à la fois Derrida et Bourdieu, mais comme un outil, comme une arme hein, de déconstruction, de contestation, une forme de lutte centrale. Sur la diversité tactique, qui est centrale auprès des personnes que j'ai interviewées, vous avez dit que vous avez des stratégies, hein, des choix tactiques et des stratégies différentes. Vous êtes dans une stratégie qui est plutôt une stratégie de mettre, dans une logique de lobby, à l'agenda ce sujet, quelle que soit la position idéologique du parlementaire. Et ça pose mon dernier point, ça amène à mon dernier point. Vous avez parlé donc sur le commun des dominations et des émancipations. Quand on lit votre programme, le commun des dominations que l'on voit, c'est, et vous l'avez abordé, le fait que aussi bien les animaux qui subissent l'élevage intensif que les éleveurs sont soumis à l'oppression d'un système capitaliste outrancier. Donc là, on voit un peu un croisement entre justice sociale et bien-être animal et droits des animaux. Vous n'allez pas jusqu'à avoir une imbrication plus grande, telle qu'elle peut être portée. Alors, vous parlez de considérer l'autre dans une situation de vulnérabilité, mais par exemple, en ce qui concerne les féminismes, on voit un développement aussi bien de l'écoféminisme, avec cette idée qu'il y a une appropriation. Donc là, c'est plutôt l'écologie radicale, hein, telle que ça a pu être porté dans le débat autour de Sandrine Rousseau, mais aussi avec des travaux, il y a de nombreux travaux, hein, Émilie H., Jeanne Burgard-Goutal, une réflexion aussi sur l'écologie décoloniale, hein, donc comment il y a un accaparement des ressources et des corps de toutes les populations vulnérables, des minorités sociales, à la fois des animaux non humains, mais aussi des femmes, des personnes racisées. Donc là, on a aussi des éléments avec l'écologie sociale, Murray-Boschkin, sur penser la liberté au-delà de l'humain. Donc, comment vous articulez ou pas cette question de l'écoféminisme, écologie décoloniale, écologie sociale. Et pour finir, peut-être un horizon qui me semble tout à fait intéressant, c'est celui du manifeste pour un féminisme pour les 99%, porté par Cynthia Ruza, Titi Bhattacharya et Nancy Fraser, qui appelle à la vigilance face à la tentation de se concentrer sur l'égalité de droits, en particulier entre les femmes et les hommes, mais on pourrait dire la même chose en termes d'égalité de considération des intérêts. Est-ce qu'en faisant ça, à système politique et économique égal, on arrive vraiment à transformer et à porter un horizon qui soit un réel horizon d'émancipation partagée, ou est-ce qu'on continue à être dans une réforme qui ne permet pas réellement de penser une société d'émancipation pour tous les individus sentients, et plus largement dans une logique où les lumières, puisque vous parlez beaucoup des lumières, mais on peut l'entendre en termes d'application des principes de liberté, d'égalité et d'autonomie, soient appliqués à toutes et à tous, quelle que soit l'espèce à laquelle on appartient, et plus largement le rapport au vivant. Merci beaucoup. Monsieur Rago, vous avez environ 6 minutes. Parfait. Je peux enlever mon masque ? Oui, vous pouvez. Merci beaucoup de me permettre de discuter ici. Et merci Hélène Thuy pour vos clarifications. Pour 2 raisons, je suis content d'être ici parce que c'est toujours un plaisir de parler ici et de me pousser aux frontières de l'économie, parce qu'on est ici aux frontières de l'économie. En tant que président de l'OFCE, on fait de l'évaluation des politiques publiques, je parlais de la dette publique, des impôts, etc. Là, on est dans une autre dimension du rapport aux politiques, qui est la volonté d'Hélène Thuy de changer nos préférences sociales, ou de les révéler, c'est dans l'ambiguïté, est-ce qu'on est déjà d'accord avec elle sans le savoir, ou est-ce qu'elle va nous convaincre, on verra, mais de changer nos préférences sociales par rapport à la consommation de viande et au rapport aux animaux. En tant qu'économiste, moi, je n'ai absolument rien à dire là-dessus. Moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que si la société veut réduire sa consommation de viande, je peux vous dire comment adapter
les goulets d'étranglement, le système fiscal pour compenser les perdants, une politique d'infrastructure, etc., etc. Je peux dire comment la société doit s'adapter aux préférences sociales. Et c'est l'essence de l'économie, de s'adapter aux préférences sociales. Bien sûr, l'économiste n'a pas comme objectif de maximiser la croissance ou des trucs comme ça qu'on voit dans les médias, ça n'a aucun sens. Notre but, c'est d'adapter les sociétés aux préférences sociales. Donc si la société veut consommer moins de viande, discutons-en, organisons la production. Bien, une fois que j'ai dit ça, le débat commence en disant que finalement, tout le monde n'est pas tout à fait d'accord. Et donc, il y a des gens qui veulent manger de la viande et des gens qui veulent ne pas manger de viande. La façon dont l'économie répond à cette hétérogénéité des intérêts, c'est l'essence de l'économie, de gérer cette hétérogénéité et de créer un marché différencié. Et on le voit à la diffusion du marché entre ceux qui veulent ne pas manger de viande, et on voit les magasins véganes, on voit la consommation bio, on voit des structures de consommation qui évoluent, et les prix relatifs changent en fonction des préférences des gens. Et puis il y a des gens qui veulent manger de la viande dans des restaurants dont je tairai le nom, qui sont spécialisés dans la production de viande. Bien. Et en général, c'est l'essence de la société de marché de répondre à ces demandes en affectant les prix relatifs. Pour vous donner un exemple, il y a une évolution des préférences sociales par rapport à la consommation de viande de cheval. Le prix de la viande de cheval a chuté et maintenant il n'y a quasiment plus de boucherie chevaline. Et ça, c'est un mécanisme de marché. Ce n'est pas l'État qui a décidé que c'est les préférences sociales, et le marché est cette structure qui permet d'adapter l'outil de production aux évolutions des préférences sociales. Bien. Donc tout ça, jusque-là, ça va. Maintenant, la question émerge, c'est est-ce que dans quelle mesure, donc en l'occurrence une majorité politique, peut imposer à une minorité sociale un changement de préférence? Là-dessus, en tant qu'économiste, je n'ai absolument rien à dire. Je ne sais pas comment faire départager ce choix social. Il y a à peu près 1 million de chasseurs, et ça fait à peu près 2% des ménages. Il y a à peu près 2% de végétariens en France. Je ne les mets pas sur le même pied d'égalité, mais on voit qu'il y a une opposition sociale. Comment gérer cette hétérogénéité des positions sociales que le marché ne permet pas de médier? Moi, ce que j'ai entendu, c'est qu'il y a beaucoup fait référence au droit et à l'État comme lieu de monopolisation de la violence légitime et d'imposer des préférences sociales à des populations qui refuseraient. La faisabilité politique, ce n'est pas mon domaine. Il faudrait un politiste pour voir la façon dont ces choses sont possibles, l'acceptabilité sociale. Donc je le prendrais sous un angle un peu différent. C'est les implications économiques d'une mesure sur laquelle j'ai envie de réfléchir, qui est donc la réduction par 2 de la consommation de viande, consommation et production de viande à l'horizon du quinquennat. Bien. À l'horizon du quinquennat, ça fait vite, hein, ça fait 5 ans. Il y a d'autres rapports qui ont défini des ensembles de procédures à un horizon de 20 ans. Là, c'est très court à l'horizon de 20 ans, de 5 ans. Bon. Est-ce que ça, c'est possible économiquement? La réponse, encore une fois, est oui, bien sûr. Ce n'est pas le sujet. Je vais vous donner les montants, c'est absorbable économiquement, si on veut le faire. Mais la question, je ne suis pas sûr que la population veuille le faire. En tant qu'économiste, moi, j'observe les préférences sociales. Le marché de la viande, c'est 23 milliards à peu près d'euros. Si on diminue de moitié, ça fait une perte de 10 milliards pour une certaine filière. 10 milliards, on peut dire que c'est beaucoup, c'est pas beaucoup. C'est absorbable. Pour vous donner des ordres de grandeur, l'estimation des investissements publics pour la transition énergétique, c'est 20 milliards. À peu près pour les infrastructures, d'après des travaux récents. Là, c'est la moitié, ça fait quand même beaucoup, on peut se dire, mais c'est un ordre de grandeur absorbable. Une autre mesure, c'est de dire que la suppression de la taxe d'habitation, pour 80% de la population, au début du quinquennat Macron, c'est 10 milliards. Donc si on ne l'avait pas supprimé, on pourrait avoir les ressources pour compenser une partie de la filière avant qu'elle se reconvertisse vers d'autres modes de production. Donc le problème économique, c'est un problème absorbable si jamais il y a les préférences sociales. Il a été mentionné la PAC, qui fait 9 milliards. Il y a une partie de la PAC qui peut être recyclée, mais elle n'est pas entièrement, loin de là, destinée à la production de subventions d'élevage intensif. Donc dans tous les cas, le coût net de l'ordre de 10 milliards, et je pense que ce n'est pas exagéré, et on peut en débattre au milliard, ce n'est pas très important. Donc vous voyez que par rapport à un programme qui est celui-ci, d'un parti que vous représentez, qui est, et ça a été dit, monothématique et transpartisan, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de mesures qui peuvent être reprises par l'ensemble des chéquiers politiques, en tant qu'économiste, j'attendrai le résultat des élections, savoir ce que veulent les Français, et je définirai la mesure de politique économique pour minimiser les distorsions. Je n'ai pas grand-chose d'autre à dire en tant qu'économiste,
si ce n'est que ça entraînera des effets redistributifs très importants, qui sont biaisés vers le bas de la distribution des revenus. Et vous savez que les gilets jaunes sont émergés pour moins que ça en termes de redistribution. Donc il y a une partie de la population qui est capable d'exprimer vivement son mécontentement en termes de baisse de pouvoir d'achat. Il y a une entreprise qui a fait faillite aujourd'hui qui s'appelle Pool House, qui vendait des œufs à 1 €, qui sont 3 fois à peu près le prix de marché des œufs bio, qui a fait faillite parce qu'elle n'a pas trouvé une demande. Donc ma seule remarque, c'est qu'on verra les résultats des élections, mais je ne suis pas sûr que les préférences sociales soient à la mesure de l'effort qu'il faut faire de transformation. Je sors de mon domaine, c'est l'analyse politique. Donc à vous de me convaincre du contraire. Merci beaucoup. Donc, je pense qu'il est l'heure de terminer, parce qu'il est 21h10. Merci beaucoup, Madame Touy, d'être venue. Merci à vous deux, c'était très intéressant. Merci à tout le monde d'être venu. Merci beaucoup aux autres associations, à la Conférence Oliva, sur Spo TV, Radio Germaine et La Péniche. Et du coup, nous, on se retrouve la semaine prochaine, ici, même heure.